Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur But Football Club. On va vous présenter un nouveau concept avec le versus entre deux de nos journalistes, William Tertrin et Bastien Aubert. William Tertrin, correspondant but pour Lens, et Bastien Aubert, correspondant but pour Marseille. Et moi-même en tant qu'animateur donc, qui fait les deux clubs, notamment Lens et Marseille. Donc voilà, on vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne. On commence tout de suite avec le match, forcément, tant attendu, c'est Lens-Marseille, c'est ce samedi soir à 21h. Ça va être un match chaud parce que les deux clubs peuvent jouer pour la première place. L'OM qui est leader, le RC Lens qui est à 2 points de l'Olympique de Marseille et qui pourrait donc dépasser l'Olympique de Marseille si le RC Lens gagnait ce soir-là. Bonjour à tous les deux. Comment vous voyez ce match? Allez, en premier lieu, on va dire Bastien parce que l'OM jouait hier. Comment on voit ce match? Écoute, assez serré. Je pense que ça va être un beau choc de ce week-end en Ligue 1. Il y en a deux ou trois qui vont s'annoncer, mais à Bollard, je pense que ça va être le choc du week-end pour le coup. J'aurais été beaucoup plus confiant si Marseille avait livré une belle prestation hier à Lisbonne. Malheureusement, les Marseillais ont perdu. Je pense que tout le monde l'a vu. Un match assez bizarre. Je pense qu'on reviendra là-dessus tout à l'heure. Mais un petit peu moins confiant, forcément, même si je pense que l'Olympique de Marseille reste au-dessus en termes d'effectifs, en termes de qualité, en termes de dynamique pour l'instant. Maintenant, effectivement, ça va être un gros match. Ça va être à Bollard. On sait que le public va être très présent. On sait que le RC Lens, quand même, affiche une équipe en très très bonne forme. J'ai vu le match de la semaine dernière contre le Paris FC. C'était pas du très très grand lance, mais il y a eu l'efficacité. C'est solide, c'est efficace, c'est fiable, c'est costaud. Donc, je pense réellement que ce RC Lens, après la défaite inaugurale contre l'Olympique Lyonnais, s'est très bien redressé. Et je pense que ça va être une belle équipe contre l'Olympique de Marseille samedi à Bollard. William, toi qui as aussi vu le match, j'imagine, de l'Olympique de Marseille, est-ce que ça t'a permis un petit peu de se dire, il y a une carte à jouer aussi contre l'OM à Bollard en plus de ça, le RC Lens affiche une bonne dynamique. Comment toi tu vois ce match côté lensois? Salut messieurs, salut tout le monde. C'est vrai que, en tout cas, avec Bastien, complètement d'accord avec ton analyse, hein. Franchement, rien à redire. Et par rapport au match de Marseille, est-ce que ça m'a rassuré? Bah oui et non, parce que quand même, il y a Igor Paixão qui a marqué un but quand même assez énorme. Donc ça, c'est pas vraiment très, très rassurant. On va espérer côté Lensois qu'il ait signé sa meilleure prestation de la semaine. Mais bon, voilà, on sait que c'est un joueur qui commence à bien exploser. Après, je pense qu'il y a eu beaucoup de débats autour de ce match contre le Sporting, notamment avec l'arbitrage. Mais aussi les choix de Roberto De Zerbi, notamment ses changements. Voilà, il a été un petit peu pointé du doigt. Mais après, est-ce que ça me rassure? Non, parce que en fait, dans ces scénarios-là, on peut s'imaginer plusieurs choses. L'OM, peut dire que l'OM va venir revanchard, mais à la fois, est-ce que l'OM va peut-être aussi avoir ce match en travers de la gorge et va pas réussir à réenclencher la marche en avant? En fait, on peut avoir différentes lectures. Donc, je pense que le meilleur moyen de savoir comment l'OM va aborder ce match, et ben, ça sera le terrain, tout simplement, hein. Mais en tout cas, je suis totalement d'accord avec ce que Bastien a dit. Ça va être un très, très gros match, très grosse affiche. Et franchement, j'ai pas trop le souvenir qu'il y a eu une si grosse affiche avec autant d'enjeux, parce que Lens et Marseille ont l'ambition d'avoir en tout cas cette première place, peut-être un petit peu plus l'OM avec cette concurrence à distance avec le PSG. Mais ouais, si Lens gagne, Lens passe devant. Si Marseille gagne, il y a un petit peu plus d'avance avec un Bollard qui va retrouver la Marek. C'est aussi fait notable, hein. Il n'y avait pas la Marek face au Paris FC. Et c'est vrai que, d'accord avec Bastien, où Lens c'était pas un grand Lens face au Paris FC. Il y avait 60 bonnes minutes dans ce match-là. Mais moi, je pense que si Lens joue de la même façon que face à Paris, ça ne va pas passer face à Marseille. Parce qu'il y a eu quand même des choses assez décevantes malgré tout. Donc voilà, mais ça va être un très très gros match. Moi, ce que j'ai apprécié dans ce match de Lens contre le Paris FC, c'est le pressing quand même, un peu tout terrain. C'est vrai que j'avais un peu de mal à voir des ressorties de balles parisiennes, alors que je pensais qu'ils allaient justement avoir beaucoup de qualité en transition. Là, on a très peu vu de Moses Simon, par exemple, ou même d'un Ilan Kebal. Je les ai trouvés effacés finalement par cette bonne dynamique lensoise avec un bon pressing. Après, on pourra refaire le match, mais honnêtement, je trouve que Lens mérite largement sa victoire et a même effacé un bon Paris FC pour le coup, parce que je les attendais à un niveau au-dessus. Donc bravo à eux, c'est pas évident, hein. L'Olympique de Marseille avait d'ailleurs bataillé pour battre le Paris FC. Après, c'était pas la même dynamique, notamment mentale. Il y avait toujours le problème avec Adrien Rabiot. Mais oui, tu as bien fait aussi de notifier Igor Paixão, qui je pense va être l'un des fers de lance de l'Olympique de Marseille, en tout cas sur ce match.
il est très en forme. Sur les derniers matchs, c'est quand même lui le plus remuant. Après, voilà, il a du déchet forcément. Mais chaque fois qu'il touche le ballon, c'est vers l'avant. Et en tout cas, ça fait plaisir à voir pour l'Olympique de Marseille. On va passer à l'analyse du mercato. Donc, on va faire les 2 analyses du mercato pour les 2 clubs. Avec l'Olympique de Marseille en premier, on va voir qui a fait le meilleur mercato en fonction aussi des moyens qui ont été alloués. On sait que l'Olympique de Marseille a mis plus d'argent que le RC Lens sur ce mercato, avec quasiment 100 millions d'euros de dépenses, avec 96,20 millions. En revenu, l'Olympique de Marseille a quand même bien vendu, avec quasiment 80 millions d'euros, donc ce qui fait un petit déficit de 16,70 millions d'euros. On se retrouve du coup avec des joueurs achetés au prix fort, comme Igor Pekchao, qui montre aujourd'hui que c'est déjà assez rentable si le joueur continue sur ses performances. Naïef Aguerd, on peut également dire que c'est un top coup pour le coup. Benjamin Pavard en prêt avec option d'achat, non obligatoire pour le coup, à 15 millions d'euros, pareil, on l'a mis en top. Medina, Facundo Medina, justement, on te demandera, William, pourquoi Facundo Medina se blesse? Pourquoi Facundo Medina était assez moyen pour le moment? Quel est ton avis vis-à-vis de ce joueur que tu connais bien? Arthur Vermeuren, on l'a mis en non noté, tout simplement parce qu'il n'a pas joué assez. Timothy Weah, 17 millions d'euros, on le met en top également. Ahmed Junior Traoré, non noté, 83 minutes de temps de jeu effectif, c'est pas assez. Egan Riley, mid. Aubameyang, bien évidemment, en top. Pour le moment, il fait plus que l'affaire, Aubameyang. Et Emerson en top, malgré ce qui s'est passé hier, ça reste un bon coup, surtout quand on voit le prix d'achat à 1 million d'euros. Matt O'Reilly en prêt et André Gomes qui a été mis en top, mais ça, c'est plutôt une erreur, justement. C'est plutôt en mid. Toi, Bastien, quelle est ton analyse vis-à-vis de cette analyse du mercato? Ben écoute, je pense qu'on en a déjà parlé plus ou moins tous les deux sur le mercato marseillais. On va revenir un petit peu dessus si tu veux bien, mais effectivement, je pense que le mercato marseillais est quand même réussi cet été. Il a mis du temps avant de se décanter. Il a été très très bien réussi sur la dernière ligne droite, notamment les 2 derniers jours du mercato avec Aguerd, avec Pavard, avec Emerson, qui pour moi sont potentiellement les 3 meilleurs recrues du mercato. On se rappelle quand même qu'on devait prendre Joël Ordonez pendant très longtemps. On a finalement pris Aguerd et Pavard. Je ne pense pas qu'on ait vraiment perdu au change. Donc effectivement, je pense que globalement, le mercato marseillais est quand même très très bien réussi. Angel Gomes, tu l'as dit, hier, on n'a pas vu contre le Sporting. Ça reste un petit peu en dents de scie sur ce qu'on voit depuis quelques temps. Malheureusement, c'est pas forcément une surprise. C'est un joueur je pense que William le connaît bien du côté du LOSC, justement, dans le Nord. Donc, il n'y a pas vraiment de surprise. Ça reste un joueur mid, finalement, donc il a sa place. Mais globalement, je trouve que le mercato a été très bien pensé. Pierre-Emerick Aubameyang, effectivement, à 36 ans, on dirait qu'il en a 25 dans les jambes. Sincèrement, il a un état d'esprit remarquable. On sait très bien qu'il prend les petits jeunes sous son aile, donc c'est plutôt très intéressant. C'est pour ça qu'on a pris aussi. Effectivement, il y a des surprises. Il y a O'Reilly qui est bon. Il y a Petchao qui commence à trouver ses marques. On a encore vu très remuant à Lisbonne, ce qui est quand même plutôt une bonne chose. Moi, j'avais trouvé plutôt pas mauvais contre l'Havre, pour être tout à fait honnête avec vous. J'avais trouvé très remuant. C'est lui qui amène du danger. Il fallait trouver un pendant à Greenwood sur le côté gauche. On voit qu'il fait la maille également, donc c'est plutôt intéressant. Je le vois vraiment monter en puissance, le Brésilien. Donc c'est quand même assez intéressant. Il a toujours cette frappe spontanée qui fait la différence avec les autres joueurs. Donc ça me plaît beaucoup. Et globalement, voilà, il y a du Vermeuren qui est quand même assez solide, même si on a un petit peu pas assez vu à mon goût face au Sporting hier. Donc voilà, globalement, le mercato marseillais est quand même très bien réussi. On voit qu'on est un petit peu en déficit encore, mais sincèrement, je pense que ça va tout se réguler sur le long terme. Ça va être une très bonne chose. Donc du coup, toi, William, quelle est ton analyse vis-à-vis du mercato marseillais? Est-ce que tu penses qu'il est réussi? Et notamment sur Facundo Medina, joueur que tu connais bien, est-ce que tu as un petit mot à justement faire passer aux supporters marseillais concernant ce joueur? Ouais, bah déjà, le mercato marseillais, on sait que c'est très très souvent animé, le mercato de Marseille, mais là, j'ai envie de dire que là, c'est peut-être un cran au-dessus, hein. Souvent, on s'était dit, quand il y avait les mercatos de Marseille, que là, c'était peut-être la bonne année pour Marseille d'aller chercher quelque chose. Et au final, il faut reconnaître que la concurrence du PSG est très très quand même énorme, hein. Donc voilà. Mais là, bah, on a l'impression que c'est encore un step au-dessus de ce qu'on pouvait se dire les précédentes années où à chaque fois il y avait de grosses attentes. Mais là, c'est encore au-dessus, hein, vous l'avez dit, quasi 100 millions de dépenses. Et pour quand même 100 millions de dépenses, il y a vraiment des très très bons coups, hein, je trouve. Mais en tout cas, oui, mercato
très cohérent. Je ne pense pas que pour l'instant on peut parler de flop, c'est encore trop tôt dans la saison. Il y a des joueurs qu'on n'a pas encore vus, vous l'avez souligné avec Vermeeren ou Traoré. Mais franchement, à l'image d'un Egan Riley, par exemple, où c'était un jeune joueur pour concurrencer cette défense centrale, voilà, il n'a pas beaucoup joué, je n'ai pas son temps de jeu exact. Mais franchement, moi, le peu de fois où je l'ai vu, je l'ai trouvé vraiment très bon et je ne l'attendais pas vraiment à ce niveau-là. Donc, franchement, je trouve ça satisfaisant. Donc voilà, on a parlé d'Angel Gomez. Les supporters du LOS sont un peu restés sur leur faim, on va dire, en le voyant partir. Et ils ont un peu pas très bien digéré son départ. Mais là, on voit pareil qu'il apporte quand même à ce jeu marseillais, même si tu l'as dit, Louis, c'est peut-être un petit peu au milieu si on situe son niveau. Mais voilà, et en tout cas pour Facundo Medina, je pense que c'était vraiment, même si ça peut faire mal aux supporters lensois de voir un joueur comme ça partir dans un autre club de Ligue 1, je pense que Facundo Medina et l'OM, c'est un peu le mariage parfait. Voilà, un Argentin avec la grinta, un tempérament comme ça, je pense qu'il n'y a qu'un club, un club aussi qui peut coller. Déjà à Lens, ça collait beaucoup, mais un autre club en Ligue 1 qui pouvait coller, c'était bien l'OM. Donc je pense que c'était ouais, voilà, un mariage assez logique. Pourquoi il se blesse, sincèrement, assez étonné parce que j'ai même vu des supporters lensois qui disaient que, bah, effectivement, à Lens, il a été très, très peu blessé, voire quasi jamais. Donc, je ne sais pas vraiment comment ça s'explique, sincèrement. Peut-être qu'il joue juste de malchance. Donc voilà, il avait été retardé pour ses débuts et là, il a été freiné face à l'Ajax. Donc, il va encore devoir attendre avant de réenclencher la dynamique pour revenir. Mais en tout cas, non, franchement, mercato marseillais très, très cohérent avec des gros coups. Pavard évidemment, mais voilà, des coups de l'ombre. Emerson, on en parlait. Bon, c'est peut-être pas trop le moment d'en parler vu qu'il a été expulsé, expulsé face au Sporting, mais quand même, globalement, je trouve que c'est quand même vraiment un bon coup. C'est pas un nom ronflant quand il est arrivé, mais moi j'aime bien, donc je trouve ça cohérent avec Aguerd, Péchao, etc. Donc voilà. On va le comparer maintenant au mercato lensois. Donc on va te donner la parole, William, pour présenter ce mercato lensois avec un mercato animé, 59 millions de dépenses, 94 millions de revenus et du coup un résultat positif de 35 millions d'euros. On te fait confiance sur l'analyse. Oui, bah alors, je tiens d'abord à dire que les chiffres du mercato, ça ne concerne pas uniquement les joueurs qu'on voit à l'écran, que les recrues. Il y a aussi des options d'achat qui avaient été activées, des joueurs qui ont été revendus dans la foulée. Je parle notamment d'Agbonifo ou de Satriano. Agbonifo qui a été prêté à Bâle et Satriano à l'OL. Donc voilà, ça concerne vraiment tout le mercato. Et pour cette analyse du mercato, en tout cas de ces 9 recrues, et bah, comme vous voyez, il y a beaucoup de top. Et sincèrement, c'est positif parce qu'on voit que les recrues de la saison 2024-2025 sous l'ère Diego Lopez, bah, il n'y en a quasiment aucune qui reste, hormis Malang Sarr, qui vraiment fait un très 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 bon début de saison, ou le jeune Bulatovic qui a été recruté l'hiver dernier, puis qui a été reprêté dans son club et qui est arrivé que cet été finalement au RC Lens. Donc voilà, sinon il y a vraiment une refonte complète, poste par poste. Là, j'ai mis les recrues par ordre chronologique d'arrivée. Donc on voit vraiment que ça structure avec gardien, défenseur, puis attaquant, milieu. C'était assez chronologique et c'était une volonté du directeur sportif Jean-Louis Leca. Et voilà, Robin Risser, on voit qu'il s'est vraiment bien adapté à ce club. Il y a eu beaucoup de mouvements. On se rend compte, la saison dernière, il y avait 3 gardiens qui ont joué pour le RC Lens. Il y avait Samba, il y avait Kofi, il y avait Ryan. Il y avait il y avait besoin de stabilité à retrouver pour ce poste avec Régis Gurtner en numéro 2. Et puis après, des joueurs, des tauliers comme Mathieu Hudol, comme Baïdou, bah lui, c'est plus un jeune à fort potentiel. J'ai mis top, mais c'est vrai qu'au départ, il avait été plus aligné dans l'axe droit de la défense. Et c'est vrai que son meilleur poste, c'est dans l'axe vraiment au milieu. On l'a vu. Puis Abdoulhamid, j'ai mis non noté parce qu'on l'a pas encore vu, il n'a pas débuté un match, mais en tout cas de ce qu'on a vu, encore face au Paris FC, j'ai trouvé qu'il avait fait vraiment une très très bonne rentrée. Voilà, Sangaré, pareil en top, parce qu'on voit que Lens a réussi à faire un gros coup en vendant 10 ou 25 millions à l'Inter, et l'Inter le fait vraiment pas beaucoup jouer, donc c'est un gros coup. Florian Thauvin, j'ai mis top, mais c'est vrai qu'on aurait pu mettre mid, surtout au vu de ses dernières prestations. On a vu que face à Auxerre et face au Paris FC, il n'a pas affiché le niveau qu'il avait lors des premiers matchs. Donc c'est vrai que j'ai mis top, mais au vu des récentes prestations, ça peut tendre vers le milieu. Donc voilà, et je pense que le match face à l'OM, ça sera vraiment un bon révélateur. On va en parler juste après. Et puis Sima, bon pareil, ses entrées sont satisfaisantes, mais c'est encore trop tôt
pour le noter. Et puis Hudson-Edouard, hein, qui en est déjà à 2 buts. Voilà, j'ai mis milieu, mais lui aussi, au contraire de Florian Thauvin, il peut s'approcher du top parce qu'il est en train de monter en puissance, Hudson-Edouard. Donc voilà pour ce résumé, mais l'analyse du mercato, je dirais que avec des moyens quand même assez modestes, hein, il faut le dire, Lens a réussi à faire du lance, comme quand il y a eu des grosses saisons avec un objectif de maintien d'abord et où ça a fini dans les premières places, hein, dans le top 6, top 7. On revient vraiment à faire du lance, c'est ce que l'ECA avait annoncé, avec des coups comme Thauvin, comparable à celui de Seko Fofana, et vraiment très satisfait de ce mercato. Et on le voit, hein, 4e de Ligue 1 après 8 journées, c'est quand même plus que positif. Ouais, moi je tiens quand même à préciser que au-delà des joueurs, il y a aussi un état d'esprit. Les joueurs ont été recrutés avec un certain état d'esprit qui est positif. On voit qu'ils font pas de vagues. Robin Risser, il est jeune, mais il s'est mis déjà le public dans la poche. Il est omniprésent, on va dire. Mathieu Hudol, c'est pareil, c'était un capitaine. Alors, il y avait eu les embrouilles sur le prix avec le FC Metz, mais honnêtement, il fallait le faire parce que Mathieu Hudol, aujourd'hui, je pense que c'est même peut-être la meilleure recrue avec Sangaré et Risser sur le papier parce que lui, il te fait passer un step immédiat. Sangaré, il est impressionnant au milieu de terrain. Pour le coup, il complète super bien Adrien Thomasson là où Andy Diouf, justement, avait un petit peu de mal à le compléter. Florian Thauvin, bon, oui, il a un coup de moins bien, mais ça reste un super coup parce que le RC Lens, on ne sait pas vraiment où les positionner aujourd'hui. Oui, ils peuvent être leaders s'ils battent l'Olympique de Marseille, mais quelle est l'ambition du club? Ça, on pourra en parler. Je pense qu'elle doit se situer aujourd'hui dans le top 5 finalement de Ligue 1, avec des clubs comme Lille, comme Lyon qui vont batailler aussi pour ce top 5-là. Certes, ils n'ont pas un effectif aussi pléthorique que l'Olympique de Marseille, mais ils ont des cartes à jouer. Et je pense que Florent Thauvin est une très belle carte à jouer et à avoir dans son effectif. C'est un titulaire en puissance. Alors oui, il aura des coups de moins bien, il aura des super moments, mais il faut aussi admettre que voilà, quand il aura des bons coups, il te fera gagner des matchs. Et un joueur qui te fait gagner des matchs, c'est un petit peu comme Mason Greenwood à l'Olympique de Marseille. Qui vont se sublimer sur une rencontre et ils vont te débloquer en fait tout simplement cette rencontre et ils te donneront la qualification en Europe sur des matchs clés. Donc voilà moi mon analyse sur le mercato lensois. Toi Bastien, est-ce que déjà ça te fait quelque chose de revoir Thauvin sous un autre maillot que l'Olympique de Marseille et en plus de ça, est-ce que voilà, tu as 2-3 coups de cœur sur ce mercato lensois? Ben écoute, figure-toi que Thauvin, pour moi, c'est pas la meilleure recrue du RC Lens cet été, très clairement, je vais le citer. Je pense qu'on n'a pas été assez prolixe sur lui. C'est Samson Bédou. Franchement, je le trouve incroyablement fort. J'ai entendu Pierre Sage en parler en conférence de presse. Il a dit que dans très peu de temps, sans doute les meilleurs clubs européens taperaient à la porte pour le recruter. Je suis tout à fait d'accord avec lui. J'ai vu quelques matchs, j'ai pas vu tous ces matchs, mais chaque fois que je l'ai vu, je l'ai trouvé très solide. Effectivement, William l'a précisé. Dans l'axe, c'est vraiment son meilleur poste, vraiment axe central direct. Il a marqué un but, il me semble, contre le Paris FC de la tête. Franchement, il m'a l'air très solide. Mais globalement, ce mercato-là en soi, et j'en avais parlé à William cet été, je trouve très réussi pour la bonne et simple raison, c'est que j'ai l'impression qu'ils ont fait un reset complet avec Jean-Louis Leca. On n'en parle pas beaucoup d'ailleurs du travail qu'il fait à la tête de la direction sportive lensoise et franchement, il faut lui tirer notre coup de chapeau. Mais j'ai l'impression qu'ils ont fait un reset complet pour repartir sur des bases beaucoup plus saines, beaucoup plus stables, beaucoup plus efficace, fiable, tu l'as dit Louis par ailleurs, par rapport à l'état d'esprit notamment, il y a de la qualité, il y a un petit peu un mélange d'expérience, de jeunesse, on le voit avec Thauvin qui évidemment reste sur un match un petit peu difficile contre le Paris FC, mais globalement je pense qu'il va quand même réussir sa saison, en tout cas je suis très content personnellement de le voir en Ligue 1, de retour en Ligue 1, donc je suis quand même assez confiant, c'est qu'il réussit notamment ses matchs quand il est choisi, donc on va rester vigilant, je pense qu'on va en parler tout à l'heure contre l'Olympique de Marseille, mais globalement je trouve que le RC Lens a fait un sacré boulot, ils n'avaient pas forcément beaucoup de moyens à disposition et franchement le résultat est quand même assez convaincant, ils ont fait des coups. Sangaré, honnêtement je ne le connaissais pas vraiment, il explose. Risser, on entendait parler, mais franchement, je ne l'avais vraiment pas forcément vu à l'œuvre. Je le trouve très bon. Je l'ai vu quelques fois très, très bon contre Lille. Il a fait le boulot également. Il y a des bonnes surprises. Sincèrement, il fallait aller chercher ces joueurs. Hudson-Edouard, il fallait le relancer aussi. C'est pas forcément évident sur le papier, mais sincèrement, ça marche pour l'instant. Et Mathieu Hudol, tu l'as dit, ça reste un capitaine bis dans ma tête. Donc, c'est vraiment des bons coups faits à droite, à gauche. Et honnêtement, ça tient la route pour l'instant. Et avec un Pierre Sage à la manœuvre, je trouve que la mayonnaise commence à bien prendre et c'est tout ce que le club me renvoie de l'extérieur. C'est un club
qui travaille, qui est humble et qui va dans le bon sens. Donc bravo à eux pour ce mercato et bonne chance pour le reste de la saison. Mais après samedi, par contre. Pour toi, William, parce que Bastien l'a lâché, c'est quoi la meilleure recrue pour toi du RC Lens? C'est quoi la meilleure recrue? Franchement, j'hésite entre. Je suis d'accord, quand Bastien dit que Thauvin, c'est peut-être pas la meilleure recrue. Alors évidemment, ça reste une très 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 bonne recrue, très grosse recrue, et ça, il n'y a pas à dire. Mais je suis d'accord. Moi, franchement, j'hésite entre Udol et Sangaré, mais je dirais Mathieu Udol pour me mouiller, parce que vraiment, Mathieu Udol, on ne savait même pas si son transfert allait aboutir, parce que les négos avec Metz ont été très compliqués. Et au final, on voit que ça avait un petit peu fait bondir le prix chez certains supporters, mais au final, on voit que c'est 5 millions bonus compris. On voit que Mathieu Udol, franchement, il a démarré en tant qu'axial gauche, il a fait grosse impression. Là, il dépanne en tant que piston gauche avec l'absence de Machado qui va revenir. On va en parler après. Mais en fait, il est tellement bon que l'équipe, en fait, elle n'a même pas besoin d'être bougée et il peut rester piston gauche alors qu'il avait recruté d'abord pour être défenseur central axial gauche. Ça veut dire vraiment que le gars, il assure, quoi. Franchement, je suis d'accord avec vous, c'est un capitaine je vais dire en devenir, mais même pas, c'est un capitaine, c'est un leader naturel, parce qu'il était capitaine à Metz, il me semble. Donc voilà, il était à Metz depuis le début de sa carrière. C'est quand même un guerrier, hein. Il vient de 3 ou 4 ruptures des ligaments croisés. Franchement, c'est un revenant, hein. Et je pense que des trucs comme ça, ça peut refroidir certains clubs. Je me posais la question de pourquoi on ne l'avait pas vu au niveau, dans un plus haut niveau que Metz plus tôt, mais c'est vrai que logique, c'est à cause de ses blessures, et je peux comprendre que des clubs soient réticents. Mais au final, en espérant que tout se passe bien pour lui et que ses blessures soient derrière lui, franchement, c'est une super recrue, un super coup. Donc voilà, et juste pour rebondir à ce que vous aviez dit, mais je suis d'accord dans le sens où on a recruté aussi des joueurs avec un état d'esprit. C'était ce qui manquait la saison dernière. En fait, c'était une équipe qui ne collait pas du tout aux valeurs. On le voyait et c'était symptomatique. Je parle des derbies face à Lens, face à Lille. C'était toujours 2 défaites. Voilà, c'est une défaite cruelle à l'aller à Bollard avec un penalty de Jonathan David et un but de Bayo, et au retour, un lance complètement inexistant qui perd sur une boulette de Mathieu Raya. Au-delà de ça, il y a un état d'esprit qui n'était pas du tout là. Les mecs ne jouaient pas un derby. Vraiment, ils ne jouaient pas un derby. C'était une rencontre amateur limite pour eux. Et je pense que vraiment, là, on a retrouvé des guerriers, quoi. Enfin, dans le derby, on a vu que tous les contacts, les gars, ils y étaient. Enfin, ils y allaient. Franchement, voilà, tu peux perdre ce genre de derby, mais c'est peut-être une phrase bateau, mais il faut avoir l'attitude. Et l'attitude, là, elle y était. Alors que la saison dernière, elle n'y était pas assez souvent, même s'il y a quand même eu des victoires, des belles victoires. Alors, vu qu'on parle de l'OM, on parle de celle au Vélodrome, on était ensemble, Bastien, voilà, une victoire. Est-ce que c'était C'était pas vraiment une belle beau comme victoire. victoire? C'était plutôt Non, justement, c'est ce que je suis en train de dire. C'est pas beau comme victoire, mais c'est quand même des victoires de base inespérées. Et pour moi, les 3 points, au final, ils sont là. Donc, les calculs, pour moi, il n'y a pas de beau jeu, pas beau jeu. Certes, on préfère avoir une victoire bien dessinée, mais dans une lutte pour l'Europe, je pense que samedi, l'OM peut avoir la même victoire, ils ne vont pas cracher dessus. Donc, c'est pour ça que je dis que malgré tout, il y avait des genres des 2 victoires où tu n'étais pas beau dans le jeu, mais au moins, tu réussissais, on va dire, à faire exploser tes supporters et à prendre 3 points. Donc, c'est aussi le paradoxe de cette saison. La saison dernière, je l'ai répété à de nombreuses reprises, c'était très, très, très bizarre. Donc, voilà. Là, au moins, on retrouve vraiment un état d'esprit, une équipe. Ouais. On va passer au duel dans le match, avec notamment 2 joueurs qu'on connaît bien, avec Bastien, Florent Thauvin et Mason Greenwood. Alors pour le coup, voilà, Florent Thauvin, il l'a dit, hein, il va marquer ce match contre l'OM de son esprit. Enfin, quand il est revenu au RC Lens, c'était un match qu'il ne voulait pas louper, donc il ne va pas le louper dans le sens où il sera là. Est-ce que Florent Thauvin sera en forme? Par contre, ça, c'est une autre question. Au niveau des statistiques, si on les compare tous les deux, on voit que Florent Thauvin est plus à l'aise dans les duels remportés au niveau des balles au pied. Après, ce n'est pas des joueurs qui jouent beaucoup de duels aériens. Donc là, Mason Greenwood en a remporté juste peut-être 1 ou 2 de plus. Au niveau des dribbles, ça se tient également, 40% quasiment pour les deux, avec un petit avantage sur Thauvin. Là où Mason Greenwood est peut-être plus impactant, c'est encore dans le jeu collectif, même si Florent Thauvin, depuis sa reconversion, un peu de milieu offensif, alors qu'avant il jouait ailier. On voit que Mason Greenwood, il est plus sur l'aile, il est plus décisif, et en plus de ça, il fait participer ses coéquipiers, et il fait sublimer aussi ses coéquipiers. Donc c'est là où on voit un petit peu peut-être la classe d'écart entre les deux joueurs, même si Thauvin, à son prime du niveau, on peut dire que c'est quasiment au niveau de Mason Greenwood. Et au niveau des passes D, voilà, on le voit, il a 3 passes D, Florent Thauvin 0 pour le moment.
Au niveau des buts, 6 buts pour Mason Greenwood. Il surperforme même parce qu'il a que 5,34 expected goal. Là où Thauvin sous-performe parce que voilà, il a 2 buts. Après, il y a un penalty raté contre le Paris FC, donc forcément ça augmente avec 3,48 d'expected goal. Comment vous voyez ce duel dans le match et surtout ce versus en fait pour vous, qui est le meilleur sur ce match bien évidemment, parce qu'on pense que Mason Greenwood a quand même il est plus jeune et peut avoir une meilleure carrière que Florent Thauvin, même si la carrière de Florent Thauvin elle est quand même assez exceptionnelle. William. Eh ben, par rapport à ce que tu dis, c'est vrai que la carrière de Greenwood, limite, il aurait pu se perdre un petit peu parce qu'avec ses affaires extra-sportives, quand il était encore à Retafe, je pense qu'il ne s'imaginait peut-être pas retrouver un club du niveau de l'OM si vite. Et au final, on voit qu'une carrière, ça peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre. Là, je suis d'accord. Je pense qu'il y a eu des sollicitations déjà l'été dernier. Et peut-être que l'été prochain, s'il fait une très très grosse saison, notamment avec la Ligue des Champions, il y aura des. Oui, franchement, rien qu'avec les statistiques, on voit les statistiques aussi gonflées avec le match face au Havre où il a signé un quadruplé, très très gros match de sa part. Et je pense que voilà, ça sera un des dangers numéro 1 face à Lens, face à un Florent Thauvin, lui, qui s'est un petit peu plus recentré aussi dans le jeu en qualité de milieu offensif juste derrière l'attaquant. Comme tu l'as dit, il a loupé un match face au Paris FC, mais il est aussi un petit peu passé à côté de son match quand même. Je l'ai trouvé assez décevant et ça suit un petit peu sa forme de ces dernières semaines avant de partir en équipe de France. Je ne savais pas encore, mais face à Auxerre, je l'ai trouvé aussi, il a été très très compliqué à toucher. Je l'ai trouvé un petit peu décevant. Il a marqué ce but avec les Bleus face à l'Azerbaïdjan. Après, contre l'Islande, ça a été beaucoup plus compliqué, même si le niveau global de l'équipe a été pas globalement satisfaisant. Et là, au retour de la trêve, pareil, il a vraiment fait un match assez mauvais. Donc voilà, ça sera un match dans le match en espérant que Thauvin retrouve un petit peu de sa superbe. Tandis que Greenwood, c'est un peu l'opposé parce que lui, il est en pleine bourre et il voudra continuer sur cette lancée. Mais j'espère que voilà, Florent Thauvin, il avait déclaré qu'on allait le revoir. C'était avant au séries centre qu'on allait le revoir au top d'ici un mois et demi. Donc voilà, j'espère que promesse sera tenue. Je lui fais confiance pour ça et je pense que le match face à l'OM arrive à point nommé. Toi, Bastien, comment tu vois Mason Greenwood sur sa forme actuelle? Parce que moi, je tiens quand même à préciser que ce match contre le Havre, il y a ce quadruplé, mais sa première mi-temps, elle n'est pas si bonne que ça, Mason Greenwood. Il est un petit peu à côté de ses pompes sur les 35 premières minutes, on va dire. Et puis, un coup, il se réveille et là, c'est la magie Mason Greenwood et il est capable de faire la différence en 1-2 claquements de doigts. Comment tu le vois, toi, Mason Greenwood, lui qui va être en forme parce qu'il a joué finalement qu'une première mi-temps hier? Ouais, écoutez, je dirais que pour être un petit peu différent de ce qu'on dit depuis le début, tu l'as souligné, Louis, je pense qu'il a fait un très très bon demi-match contre le Havre. Effectivement, la première mi-temps, il était collé à côté de la plaque, très clairement. Et je dirais même que c'est grâce à l'entrée de Robinho Vaz qu'il a explosé, tout à fait. Son quadruplé a été magnifique, on s'en rappellera. Il a pris le ballon du match. Voilà, c'est historiquement incroyable ce qu'il a fait. Mais globalement, il est quand même resté sur une prestation en demi-teinte. Et on va pas les cracher dessus parce que si on est capable de marquer 4 buts avec un demi-match, c'est vraiment très très fort quand même techniquement. Tu l'as dit également, il a fait un demi-match. Là, pour le coup, il était forcé à Lisbonne parce qu'il était sorti à la mi-temps. C'est quand même d'ailleurs une sortie un petit peu sujet à caution parce que voilà, je sais que les supporters à Marseille ont préféré potentiellement que Pierre-Emerick Aubameyang sorte pour justement pouvoir un petit peu plus tenir le ballon, pour pouvoir faire un petit peu le lien entre le milieu et l'attaque. Donc voilà, c'est plutôt intéressant ce que montre Greenwood, mais je pense qu'il peut encore faire mieux. Je l'ai vu quand même beaucoup plus fort que sur ces 2 derniers matchs, paradoxalement, on va dire ça comme ça. Je trouve qu'il devrait déclencher encore un petit peu plus de frappe. Il est très capable de le faire. On sait très bien que sa frappe soudain, tout comme Petchao d'ailleurs, est quand même très puissante et très efficace. Donc je l'attends beaucoup à ce tournant-là. Maintenant, pour Florian Thauvin, vous l'avez dit, il faut qu'elle s'énerve qu'ils ont 8 ans d'écart. Florian Thauvin, c'est pas un petit vieux, mais ça commence à y ressembler. Il a 30 ans, notre ami, même si un visage très juvénile, il est toujours très bien entretenu. Je confirme ce qui a été dit. Je l'ai vu quand même assez décevant contre le Paris FC. J'ai vu tout le match, pour le coup, je l'ai bien analysé. Il a eu 10 pertes de balles sur 72 minutes de jeu, c'est énorme. Il n'a pas touché beaucoup de ballons, il a pris un jaune, il a raté un penalty. C'est sincèrement pas le Thauvin des bons jours. Alors j'espère que sincèrement, il se réserve pas pour l'Olympique de Marseille, ce qui malheureusement il me semble être le cas. Mais je pense pas qu'on aura le même Thauvin contre l'OM. Je pense qu'il va être un petit peu plus en forme. Et effectivement, je confirme également qu'avec les Bleus, c'était pas vraiment ça. Alors il a marqué son but contre l'Azerbaïdjan.
C'est tout à son honneur pour son retour. Franchement, ça avait fait beaucoup parler à l'époque, d'ailleurs, je me rappelle. Bizarrement d'ailleurs. Et contre l'Islande, effectivement, je trouve qu'il n'a pas assez pris d'initiative. Alors oui, le niveau global des Bleus est vraiment extraordinaire, on ne va pas se cacher en Islande. Mais j'ai trouvé qu'il a été très timoré, très timide, et ça m'a un petit peu déçu de sa part, parce que justement, je pense qu'il est arrivé au niveau de sa carrière où il doit prendre le lead, où il doit être capable de faire des différences et de marquer le coup, justement. Donc voilà, ce sont deux joueurs qui ont un fort potentiel, qui ont un pied gauche assez incroyable, on ne va pas se le cacher. Mais effectivement, j'attends un petit peu plus des deux joueurs sur ce match, parce que réellement, ça va être le moment de se montrer encore plus aux yeux de la Ligue 1. Ouais, je pense que d'ailleurs, la première mi-temps de Mason Greenwood hier, elle est plutôt de bonne facture, même si il réussissait pas à bien frapper les ballons, mais honnêtement, il était dans les bons coups au bon moment. Et même, on le voyait au niveau du pressing, il était là, il pressait là où, avec le Havre, je le voyais un peu trottiner, notamment sur le but de Kesha du côté du Havre. Et ça m'a tout de suite percuté. J'ai revu Luis Enrique sur le but de Neil El-Naoui, le hold-up. C'était exactement la même action avec Greenwood qui trottine, qui laisse faire. Donc voilà, sauf que c'était pas les mêmes joueurs qui marquent. Et pour en revenir à Florent Thauvin, on va en parler. Hein, il y aura un débat. Moi, je pense pas, et je le redirai tout à l'heure, qu'il fera une très grosse perf. Je tiens quand même à souligner qu'il n'était pas à l'Olympique de Marseille l'homme providentiel dans les grosses rencontres. C'était plutôt un autre certain homme qui s'appelait Dimitri Payet, pour le coup. Donc à voir, mais pas vraiment son copain d'ailleurs. Non, pas son copain, mais quand Florent Thauvin n'est pas en forme, généralement, c'est rare que dans les grosses rencontres, ça lui permet de se remettre dedans. Mais bon, ça, on en rediscutera, il y aura un petit débat juste après. On va passer au deuxième duel entre Robin Risser et Geronimo Rulli. De Gaulle, pour le coup, un très expérimenté, parce que aussi il n'est pas tout jeune, hein, Geronimo Rulli, il me semble qu'il a 33 ans, et Robin Risser, la jeunesse. Deux top gardiens de Ligue 1, pour le coup, avec Rulli qui, en plus de jouer, il a moins joué en Ligue 1, mais il joue en Ligue des Champions. Il a fait un super match contre le Real Madrid notamment. Donc il a sublimé aussi un petit peu les observateurs du football français. Et là, Robin Risser, c'est un petit peu la révélation. C'est pour ça que je trouvais intéressant de les mettre tous les deux en comparaison. On voit que Robin Risser, forcément, subit un petit peu plus de tirs, mais du coup, il fait plus d'arrêts également. Il en a 20. Pourcentage d'arrêt, 74% pour Robin Risser, 76% pour Geronimo Rulli. Plus de matchs également pour Risser, en Ligue 1 en tout cas. But encaissé, il en encaisse 2 de plus. Là où Geronimo Rulli en a encaissé 5, et les deux surperforment, parce qu'au final, Robin Risser devait encaisser 8,61 buts, donc quasiment 9 buts depuis le début de la saison, là où Rulli devait en encaisser minimum 6. 2 clean sheets chacun. Je trouve que les statistiques se rapprochent entre ces deux goals. Peut-être que Robin Risser, d'ici 1 ou 2 ans, pourra être dans cette option d'être l'un des meilleurs goals de Ligue 1. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, William. Bah oui, quand on voit ça, en fait, les statistiques se valent, sachant que Robin Risser a eu un petit peu plus d'arrêt à faire, et c'est pour ça qu'on en avait parlé, même oui, quand on a fait le talk show sur les notes. C'est vrai qu'il peut aussi avoir assez aisément 8 sur 10, il n'y a pas de souci pour ça. Voilà, donc même si le 7 est une note honnête, mais pour moi, il peut encore aller chercher plus haut, parce que là, ça n'a pas fait énormément de clean sheet non plus, hein, 2 sur 8 matchs. Mais après, je préfère qu'il n'y ait pas de clean sheet et puis qu'il y ait une belle place à la fin de la saison, hein, ça c'est sûr. Mais en tout cas, très grosse révélation. C'est vrai que je ne vais pas dire que son arrivée a pu faire peur, mais il faut dire que Lens a perdu quand même ses 3 gardiens. Il y a eu Kofi qui a été prêté à Angers, Ryan qui est parti libre, et Petric, il me semble, le 3e gardien qui est parti libre aussi. Donc Lens a perdu ses 3 gardiens. Et puis il y a eu Samba aussi à Rennes l'hiver dernier. C'était pas une situation banale, donc il fallait tout refaire. C'était pour ça qu'il y a eu l'arrivée de Risser et Gürtner, et 2 petits jeunes avec Jourdain et Delplace pour compléter ce petit groupe. Mais Risser, c'est vrai qu'il a été vendu par Strasbourg, hein. Je pense qu'il n'entrait pas trop dans la politique de Bluco Chelsea. Et je vois beaucoup de supporters strasbourgeois qui le regrettent en voyant ses performances cette saison. Mais en tout cas, moi, je suis complètement fan. Je l'ai dit à de nombreuses reprises.
désolé si je me répète, mais pour moi, c'est vraiment un gardien avec beaucoup de tempérament. Et je pense qu'il a vraiment ça en lui à un très jeune âge. Vraiment, tu vois qu'il vit, je ne vais pas dire qu'il vit pour le club, c'est peut-être un peu abusé de dire ça, mais en tout cas, vraiment, il a déjà le tempérament, quoi. Il a la hargne en lui, vraiment, on le voit dans le derby, il n'a pas hésité à se montrer. Enfin, vraiment, il est très extraverti, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Donc ça, c'est vraiment bien. Et puis voilà, peut-être un destin. Alors, c'est pas pour froisser les supporters en soi, mais il faut quand même en parler. Peut-être un destin, un certain voisin, ex-voisin lillois, Lucas Chevalier, qui a démarré en Ligue 1 au même âge, et puis maintenant qui suit une carrière qui est maintenant au Paris Saint-Germain. C'est quand même un autre club que Lille, en tout cas, au niveau de la cadence des matchs, au niveau des attentes et de l'importance des rendez-vous. Voilà, c'est un step au-dessus quand même. Mais voilà, peut-être que Robin Risser, dans quelques années, aura voilà, peut-être une trajectoire similaire dans un gros club. Mais en tout cas, moi, je suis vraiment très, très satisfait de sa venue. Et ça prouve encore une fois qu'il y a eu très, très peu de fausses notes dans ce mercato lensois ou quasiment pas du tout. Donc Rulli, évidemment, très bon gardien aussi. Peut-être le futur goal de l'Olympique de Marseille aussi. On trouve que les deux gardiens se ressemblent. C'est des gardiens qui adorent les bonnes ambiances, les grosses ambiances. Et pour le coup, ils arrivent à être chauds avec ces ambiances. Ça les permet de se sublimer. Toi, Bastien, qu'est-ce que tu en penses de cette petite comparaison entre les deux? Moi, j'ai l'impression de voir les deux mêmes finalement, sauf que l'un est plus expérimenté et peut-être plus performant aujourd'hui, mais l'autre est plus jeune et va peut-être avoir une trajectoire peut-être plus grande que Rulli. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, Louis. J'ai l'impression de voir les deux mêmes. Alors, pas forcément dans l'attitude, mais en tout cas, c'est des gardiens qui font le boulot. Ils n'ont pas forcément beaucoup de travail à faire dans chaque match, mais ils le font très bien. Ils font oublier finalement qu'il y a eu des occasions adverses. Je me rappelle le derby contre Lille. Risser, il a dû faire 2 ou 3 arrêts. On aura oublié que Risser a eu des arrêts à faire et pas des petits arrêts en plus. Donc, il fait beaucoup penser à Rulli, de qui je vois tous les matchs, évidemment, en tant que suiveur Marseille. Donc, Rulli, pour moi, c'est la référence, très clairement. Marseille a perdu au Sporting, mais encore une fois, il n'a rien à se reprocher. Le gardien argentin, c'est dingue d'être à ce poste-là et de n'avoir strictement rien à se reprocher, de perdre des matchs, d'être catastrophique. J'étais gardien, je sais ce que c'est. Donc, Rulli, pour moi, vraiment incroyable. On n'entend jamais, il fait le boulot, il est là, franchement, il a l'âme d'un capitaine. On n'entend jamais se plaindre. Alors, peut-être qu'on l'entend un petit peu plus dans le vestiaire, évidemment, on s'en rappellera tous. Mais voilà, ce sont des joueurs qui, déjà, ça donne une impulsion, ça donne une dynamique à toute l'équipe. Et franchement, avoir un bon gardien comme ça dans chaque équipe, c'est quand même très, très solide et très fiable. Vraiment, bravo les recruteurs, vraiment. On va passer maintenant aux déclarations avec la première déclaration lensoise de Pierre Sage sur ce match. Il était en conférence de presse. Je pense que notre ambition a été affichée et on essaye de l'assumer dans nos matchs, dans nos performances et dans les résultats. Donc il faudra que ça dure. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'est qu'à 2 points de Marseille. Une victoire nous permettrait de leur passer devant. À l'inverse, une victoire pour eux nous mettrait à 5 points. Mais dans tous les cas, on serait toujours dans notre saison avec l'idée d'atteindre ces 35 points le plus rapidement possible pour ensuite savoir où on se situe dans une éventuelle lutte pour les places européennes. Est-ce que pour toi, William, c'est voilà, le coach a clairement dit à ses joueurs, il y a un coup à jouer cette saison, on voit là où on en est à la mi-saison et puis après on affine l'objectif en fonction des résultats. Alors c'est un vaste débat, enfin vaste sujet en tout cas, cette question si l'on joue l'Europe ou pas, parce qu'il faut déjà rappeler que déjà l'objectif principal annoncé par le président, c'était la saison dernière avec tout le rééquilibrage de budget avec les droits télé, c'était d'abord de batailler pour le top 8, top 9, donc c'est-à-dire première partie de classement, et si possible, après titiller les équipes qui jouent le top 5. Donc, en fait, en début de saison, ton objectif, c'est vraiment de jouer, je ne vais pas dire le maintien, mais le top 8, top 9. Et surtout, moi, je fonctionne même pas par budget, plus par valorisation de l'effectif. On voit que Lens, l'effectif, il est valorisé un petit peu moins de 100 millions. Et au-dessus, tu as beaucoup de clubs. Même le Paris FC est au-dessus en termes de valeur d'effectif. Donc, en soi, j'ai envie de dire que Lens a gagné face à un concurrent limite direct samedi. Hein. Donc, c'est vrai qu'il y a pas mal de clubs. Et
Lens, en soi, si Lens finit 9e, Lens serait à sa place au vu des objectifs annoncés et au vu de la valeur de son effectif. Mais après, et on en avait parlé même en privé, Louis, je pense que si Lens gagne samedi face à Marseille, il ne faudra pas se cacher. Lens devra vraiment assumer que c'est un candidat à l'Europe parce que quand même, tu gagnes Lille, tu gagnes Marseille, tu prends un point à Rennes alors que tu pouvais gagner à 10 contre 11. Tu perds quand même à Paris, tu perds face à Lyon en début de saison, même si le nul n'aurait pas été volé, mais c'est comme ça, Lyon ne va pas non plus y mériter sa victoire. Mais voilà, pour moi, quand même, s'il y a victoire face à Marseille, Lens pourra plus se cacher. Donc voilà, mais après, Pierre Sage dit vrai, il y a 5 points d'écart si Marseille gagne. Je pense sincèrement, et c'est pas pour décharger Lens de toute pression, mais je pense que s'il y a une pression à mettre à une équipe, c'est plus à Marseille, parce que Marseille, c'est plus l'objectif de concurrencer le PSG, au moins de finir dans le top 3 pour se qualifier directement pour la Ligue des Champions, alors que Lens a un petit peu plus de latitude dans ses objectifs. Comme l'a dit Pierre Sage, voilà, l'idée d'atteindre les 35 points, encore une fois, je pense que Lens joue le maintien, ça serait quand même assez incohérent de le dire, puisque le top 9. Mais voilà, je pense que Lens ne doit pas avoir de pression, mais ne doit pas non plus prendre ce rendez-vous à la légère en disant là, la pression est sur l'adversaire, tranquille, on va se tourner les pouces. Non, pas du tout. C'est quand même un match, quand même, il y a un gros coup à faire, il y a un gros message à envoyer. Mais est-ce que Lens joue l'Europe par rapport à la question qu'on se pose pour moi, là, on est plus à jouer, allez, 6e, 7e place. Peut-être que s'il y a une victoire samedi, les objectifs seront un petit peu revus à la hausse. Même s'il faut rappeler que pour l'instant, on n'est qu'à la 8e journée. 5 points d'écart avec l'OM. Si jamais il y a défaite de Lens samedi, ce ne serait pas non plus énormissime. Et pareil dans l'autre sens. Donc voilà. Moi, je trouve sur cette déclaration que Pierre Sage se contredit un petit peu en disant que son ambition a été affichée, on va essayer de l'assumer. Et puis après, il nous parle des 35 points. Je trouve que c'est un peu spécial, parce que ça correspond au maintien. Aujourd'hui, si tu gagnes contre Marseille, en plus de ça, déjà, il commence à faire des calculs. Oui, il serait premier, mais c'est une mauvaise chose de commencer à faire des calculs. On n'est qu'à la J9, parce que après, les autres équipes vont t'aborder d'une manière différente. Et toi, tu auras une pression qui sera un petit peu néfaste. J'ai l'impression que Pierre Sage veut se mettre la pression tout seul, là où peut-être que si tu abordes ce match tranquillement en disant, un peu comme contre Paris finalement, où le RC Lens fait plutôt un match honnête, de se dire les gars, on donne tout, on verra bien le score qu'on fait, de toute façon on n'est pas favori sur ce match et tant mieux limite. C'était plutôt une meilleure chose à faire, je pense, que se dire les gars, on est à 2 points de Marseille, il faut à tout prix gagner. Je sais pas, moi j'ai l'impression que cette gestion du stress peut aussi pénaliser le RC Lens sur ce match. Je sais pas toi ce que tu en penses, Bastien, quand tu lis cette déclaration. J'ai effectivement écouté la conférence de presse de Pierre Sage et j'avais déjà entendu celle-là d'après-match contre Paris FC, dans laquelle il disait exactement la même chose. On vise d'abord les 35 points. Je sais que Giroud est passé à Lens. D'ailleurs, il n'a pas laissé un passage mémorable selon mes souvenirs, mais il faudrait qu'il arrête ce discours. Enfin, je veux dire, Lens, le maintien, c'est bien mignon, mais honnêtement, c'est très bien qu'ils ont quand même l'effectif pour viser un petit peu plus haut. Évidemment, il est dans son rôle, Pierre Sage. On sait très bien que ce n'est pas lui qui va annoncer des objectifs pharaoniques pour le RC Lens, ni d'ailleurs n'importe quelle équipe qui l'entraînerait. C'est un très bon entraîneur, un bon communicant aussi. Même s'il ne paye pas de mine comme ça, on a toujours l'impression qu'il est un petit peu renfrogné, un petit peu calme, un petit peu plat. Il sait dire les choses, il sait dire des messages justes. Et c'est différent quand même avec Roberto De Zerbi, dans le sens où on a un entraîneur quand même assez explosif, un peu volcanique, qu'on a encore vu hier à Lisbonne. Et d'un côté, Pierre Sage, qui est peut-être un petit peu trop, je ne vais pas dire mou, parce qu'il est quand même un très bon technicien. Mais ce genre de déclaration, honnêtement, voilà, on aimerait un petit peu plus de folie. On est à Bollard samedi, on va recevoir Marseille, les gars, on se lâche un petit peu, ce serait quand même je pense que les supporters apprécieraient qu'ils disent voilà, on peut jouer l'Europe, évidemment, on va rester de Marseille, ils ne pourront pas se cacher longtemps. Et je vais vous dire un truc, les gars, honnêtement, j'ai vu pas mal d'équipes depuis le début de la saison, comme vous d'ailleurs. Lens, pour moi, franchement, c'est une des meilleures équipes que j'ai vues en France. J'ai vu du Monaco qui ne m'a vraiment pas ébloui. Lille, c'est un match sur 2. Rennes, n'en parlons même pas. Évidemment, Paris, Marseille, ça reste des clubs assez costauds. Lyon, je pense qu'ils sont un petit peu en chute libre. Donc, honnêtement, Lens, s'ils tiennent un petit peu la cadence, ça pourrait effectivement jouer l'Europe et pas comme. Pour moi, et je ne suis pas le seul à dire. Nos amis observateurs, Pierre Ménez et d'autres, pensent la même chose. Donc, on est quand même dans le vrai. Pour moi, Lens, c'est un petit peu le Strasbourg finalement de l'année dernière qui se cache un petit peu au niveau des ambitions, mais ils font des super prestations. Ils gagnent contre Marseille.
Et là, aujourd'hui, ils arrivent à maturation. Je pense que le RC Lens, aujourd'hui, ne va pas arriver à maturation dès l'année 1 du projet Jean-Louis Leca. Je pense que l'année prochaine, ils seront encore plus intéressants parce qu'ils se sont encore plus renforcés aujourd'hui. Je pense que le RC Lens va jouer dans tous les cas sa 5e ou sa 6e, voire même 4e place. Nice l'a bien fait l'année dernière et aujourd'hui, je ne vois pas ce que le RC Lens a à envier au Nice de l'année dernière. Si on prend le comparatif, je ne les trouve pas vraiment en dessous, les Lensois. Après, il va falloir être régulier sur la durée. On parlait, William, en off, peut-être d'une recrue au milieu de terrain, parce que s'il y a une cassure, s'il y a une blessure avec Thomasson ou Sangaré, ou même un petit coup de mou de Thomasson, je pense que ça peut faire mal. C'est le genre de truc qui peut entraîner une série négative. Je pense que voilà, l'effectif a besoin d'être étoffé, mais il y a ce mercato hivernal. Je pense que Jean-Louis Leca va bien le gérer comme il a bien géré le mercato d'été, mais c'est pas un mercato, enfin ça reste un mercato d'ajustement, c'est pas un mercato où tu vas pouvoir te dire je vous donne suffisamment les moyens pour viser le top 3 comme le fait Strasbourg aujourd'hui, hein, parce que moi j'ai aucun doute sur le fait que Strasbourg va viser le top 3 cette année et déjà au-dessus d'équipes comme Lyon, Lille, Monaco, Marseille. Pour moi ils sont égalité avec Strasbourg. On l'a vu sur le match, c'était un match hyper compliqué, ça pouvait être gagné dans les deux sens, même si la victoire de Marseille n'est pas imméritée. Ils ont eu plus d'occasions franches, on va dire, de cadrer en tout cas. Donc voilà, pour moi, le RC Lens, c'est un petit Strasbourg qui va naître, et parce qu'il y a une ossature qui se construit, on l'a vu avec le mercato, avec des joueurs décisifs déjà, et ça va faire que continuer normalement. La déclaration de Roberto De Zerbi après match contre le Sporting, forcément, certains médias comme RMC on parlait déjà de situations cauchemardesques, notamment en Ligue des Champions. C'est quand même leur mot, hein, c'est quand même le tweet qui a été fait. Alors oui, l'Olympique de Marseille a forcément pas une bonne situation en Ligue des Champions avec 2 défaites en 3 matchs. Mais bon, il faut relativiser. Ces 2 défaites-là, c'est contre le Real Madrid où peut-être que tu ne dois pas perdre parce qu'il y a ce fait de jeu avec la main de Facundo Medina qui est sifflé, qui n'aurait pas dû être sifflé. Là, contre le Sporting, à 11 contre 11, c'était très compliqué pour le Sporting de faire une occasion. On voyait l'Olympique de Marseille normalement creuser l'écart. Donc, Roberto De Zerbi s'est exprimé. Une défaite qui fait douter, pas du tout. Il y a des défaites différentes. À Lyon, fin août, contre Auxerre la saison passée, les défaites avaient un goût différent. Via le scénario et notre prestation, notre match ce mercredi soir doit au contraire renforcer le sentiment de fierté qui nous anime. Est-ce que toi, Bastien, tu confirmes ça? Pour toi, il n'y a pas de réaction? Alors, il y a 2 lectures à prendre à cette déclaration. La première chose, c'est que je pense que Roberto De Zerbi, il a clairement sorti le parapluie pour éviter de parler de la tactique qui n'a pas été bonne de son côté. Malheureusement, le coaching, il le sait très bien au fond de lui, il n'a pas fonctionné. On comprend mieux pourquoi, puisqu'ils ont perdu. Et la deuxième chose, je suis assez d'accord avec lui sur le fond, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément à rougir de cette défaite. Elle est frustrante, elle est rageante, cette défaite des Marseillais. Ils avaient largement la place pour gagner à Lisbonne hier. Honnêtement, en première mi-temps, ils étaient tout à fait tranquilles. À 11 contre 11, il n'y avait vraiment pas photo. Maintenant, il n'y a pas forcément raison de s'inquiéter pour moi non plus. Pour le coup, je suis d'accord avec lui quand il dit qu'il y a des défaites contre Auxerre et contre Reims, contre nos amis. Je ne sais plus, on a perdu tellement de contre Lens aussi, malheureusement. Ces défaites, pour moi, elles avaient un bois merde dans le sens où on n'a jamais vraiment réussi à trouver le plan contre ces équipes de bloc bas. Et on était toujours resté là-dessus la saison dernière. Pour moi, cette saison, ça a changé. Ça a changé, on sent une équipe de Marseille beaucoup plus stable, beaucoup plus cohérente, beaucoup plus affirmée, beaucoup plus en confiance aussi. Alors oui, il va y avoir ce couac, ce qui l'Olympique de Marseille réagir face à une défaite. C'est ce que tout le monde voulait, même les supporters Marseille, finalement, au fond d'eux-mêmes, voir comment cette équipe va réagir après un couac. On est en plein dedans. Donc, au Marseille de réagir à Lens, mais globalement, je ne suis pas forcément inquiet. J'ai vécu tellement de choses un petit peu plus catastrophique la saison dernière et depuis ces dernières années qu'on ne va pas non plus se flageller pour une défaite face au Sporting à 10 contre 11 et pour, encore une fois, contre un adversaire qui ne nous a vraiment pas forcément impressionné. On va lancer l'autre débat, c'est l'OM peut-il encore se qualifier en Ligue des Champions? William, qu'est-ce que tu en penses, toi, qui a regardé en tant qu'observateur neutre? Il y a pas mal de personnes qui se sont déjà exprimées. Oui, il y a Liverpool, il y a Newcastle qui reste à jouer. Certains pensent déjà avoir perdu ces matchs-là. Est-ce que pour toi, l'Olympique de Marseille peut rivaliser avec ces équipes-là, qui joueront d'ailleurs au Vélodrome?
Et il y a d'autres matchs comme l'Atalanta, l'Union Saint-Gilloise et Bruges. Pour toi, est-ce que c'est un parcours encore jouable pour l'OM? Oui, oui, clairement. Alors, après, rivaliser avec les équipes, comme tu l'as dit, comme Liverpool, alors ces équipes-là ambitionnent peut-être plus haut, d'être dans le top 8. J'ai envie de dire Marseille, je ne les vois pas forcément directement dans le top 8. Après, on regarde le LOSC la saison dernière, ils ont fait vraiment une très très grosse campagne, ils ont fini 7e. Donc en soi, quand on voit ça, on se dit Marseille, avec l'effectif qu'ils ont, c'est vraiment, on peut aisément imaginer qu'ils soient dans le top 8 à la fin de la phase de ligue. Mais là, c'est plus une réponse sur l'instant. Je dirais que je vois pas à l'instant T Marseille dans le top 8, mais peut-être que dans un ou deux matchs, là, mon avis changera et je dirais, ouais, finalement, en fait, ils sont bien partis. Mais encore une fois, c'est en fonction du scénario des matchs. Malheureusement, c'est vrai que, comme je suis d'accord avec ce que Bastien a dit, le Sporting, je pense que Marseille aurait dû quand même aurait dû gagner ce match. On voit que malheureusement, le deuxième but est assez moche. Voilà, il faut une frappe déviée. Franchement, quand tu prends ces buts-là à 2-1, enfin, vraiment, tu prends un énorme coup sur la tête et ça fait rager. Donc voilà, mais je pense que c'est ce genre de match à bien négocier, à surtout pas perdre. J'ai même envie de dire à impérativement gagner pour Marseille parce qu'il y avait plus que la place. Donc voilà, mais en tout cas, l'OM peut-il encore se qualifier? Oui, évidemment. Franchement, déjà pour moi, Marseille, rien qu'en voyant le calendrier lors de sa publication avec les adversaires, je disais, voilà, Marseille, je ne dis pas que ça va faire top 8, mais ça va se qualifier parmi les équipes qui vont passer minimum par les barrages, tête de série, mais voilà, pour moi, Marseille ne sera pas hors de ces places-là. Mais après, voilà, on sait que tu me parlais de Liverpool, mais des matchs au Vélodrome face à Liverpool, peut-être que Marseille peut créer la sensation, et voilà. De toute façon, je me rappelle, pour faire un petit parallèle avec Lens, quand Lens s'affrontait Arsenal, qui donnait Lens gagnant, et au final, Lens a réussi à retourner la situation alors qu'il est mené au score. But de Donc, franchement, ouais, tout est possible. Donc voilà, quoi. Pour moi, face à Liverpool, pardon, ça sera pas perdu d'avance. Loin de là, c'est une grosse équipe, mais au Vélodrome, on peut se dire que tout est possible. Donc voilà, peut-il encore se qualifier en Ligue des Champions? Bien sûr que oui. Après le top 8, j'attends d'en voir plus. Toi, Bastien, quel est ton avis vis-à-vis de ça? Le prochain match en Ligue des Champions, ça sera au Vélodrome contre l'Atalanta. Il y a une revanche à prendre aussi contre l'Atalanta. Moi, je trouve que l'Atalanta, c'est hyper faible. Cette année, après, il y avait le Sporting. Moi, c'était une équipe moyenne et on l'a vu hier, c'est une équipe moyenne. Mais voilà, à domicile, c'est différent. Il y a eu des faits d'arbitrage. C'est vrai que l'Olympique de Marseille n'est pas non plus gâté par les faits d'arbitrage entre le Real Madrid et le Sporting Portugal. Mais bon, j'ai envie de dire, faut faire avec. Hein, c'est avec des champions, il faut s'adapter aussi. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Bastien? Est-ce qu'il y aura encore d'autres coups du sort comme ceux-là, ou est-ce que l'Olympique de Marseille va prendre en main cette campagne de Ligue des Champions? C'est compliqué de se projeter, les amis, sur le scénario de la Ligue des Champions, parce qu'on l'a vu hier, potentiellement, on doit gagner ce match, et ça se joue à quoi? Ça se joue à une main d'Emerson qui laisse traîner, qui prend un jaune, après qui fait n'importe quoi, qui prend un rouge. On avait le match à main, voilà, c'est compliqué de se projeter, mais si on se tient juste au calendrier, aux adversaires en place, oui, j'y crois encore, et je vais même dire quelque chose, j'y crois même encore plus qu'avant. Quand je vois ce qui se passe à côté de nous, je vois le classement, on est quand même 18e. Quand je dis 11, évidemment, c'est l'Olympique de Marseille, on est 18e du classement de Ligue des Champions. Qui c'est qui est juste devant nous? C'est l'Atalanta Bergame. Ils ont un point devant nous, ils ont fait 0-0 hier chez eux. C'est pas non plus la folie, on va pas se mentir. J'ai vu l'Union Saint-Gilloise exploser à domicile contre Minsk. Là, oui, c'est des grosses équipes de Ligue des Champions, ces adversaires-là. Mais je pense que Marseille peut se placer quand même. Oui, en plus, exactement, tu as raison de le souligner. Mais je pense bien que l'Olympique de Marseille peut se placer entre Bruges et le Bayern Munich. On ne dit pas que c'est le Bayern Munich, mais je pense qu'ils sont quand même un petit peu au-dessus de Bruges et un petit peu en dessous du Bayern Munich. Donc, je suis quand même assez confiant. On ne va pas non plus écrire l'histoire. On est à l'Olympique de Marseille, donc tout est toujours un petit peu plus compliqué. Il y a l'Atalanta qui arrive au Vélodrome, j'y serai. J'ai un bon ratio quand je vais au Vélodrome de victoire pour l'Olympique de Marseille, donc on va croiser les doigts. On va enchaîner après Newcastle, que j'ai eu quand même pour le coup assez bon justement contre Benfica, il me semble, donc attention à Newcastle. Mais je pense qu'on peut viser la barre des 10 points, et comme le dit William, je le rejoins là-dessus, je pense que les barrages sont tout à fait accessibles. Liverpool, on ne sait pas dans quelle forme ils seront en janvier, c'est encore très très loin. Mais très honnêtement, j'y crois effectivement. Par contre, il y a un truc qui me restera en travers de la gorge, c'est si le Sporting finit devant nous de cette Ligue des Champions, là honnêtement,
ça sera dur. Parce qu'honnêtement, vraiment pas. Non, c'est ça qui est dur avec le match d'hier, hein, c'est que tu perds contre une équipe plus faible que toi. Après, voilà, il y a des coups durs, c'est comme ça, c'est le foot. Hein. Maintenant, il faut savoir se relever la tête et j'ai envie de dire, c'est là on va savoir si l'OM est une grande équipe ou pas. Exactement. Et il y a ce match contre Lens, et même si tu sors avec un nul, c'est pas scandaleux de ressortir à Bollaert avec un nul, mais il faut la manière et il va pas falloir se faire marcher dessus parce qu'aujourd'hui, si le RC Lens colle un 3-0 ou un 3-1 comme l'a fait Auxerre l'année dernière, là, par contre, tu serais d'accord avec les médias qui parleraient de cauchemar parce qu'on retomberait automatiquement dans les travers de l'Olympique de Marseille et là, on pourrait se dire ah oui, finalement, on s'est peut-être un peu emballé, va falloir peut-être un peu redescendre. Par contre, s'il y a la manière et même que tu perds, tu peux te dire, OK, il y a du positif dans tous les cas et au bout d'un moment, ça va se réenclencher. L'autre débat, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est Florent Thauvin, le coup de mou. Est-ce que pour vous, Florent Thauvin, je te pose la question, William, va ressurgir le grand Florent Thauvin sur ce match contre l'OM? Écoute, je vais répondre à ça aussi. Je vais anticiper un petit peu ce que tu vas dire, Louis, et te répondre par rapport à ce que tu avais dit avant. Florent Thauvin, c'est vrai que depuis, je ne vais pas vous résumer la situation, hein, mais je l'avais expliqué au CR, puis l'équipe de France, puis Paris FC. Donc, c'est un Florent Thauvin. Voilà, le coup de mou, c'est exactement ça. Maintenant, espérons qu'il se remette en ordre de marche face à son ancien club. Et par rapport à ce que tu disais, lui, tu pensais que lui, dans les gros matchs, il n'allait pas être là. Alors, c'est entendable parce que c'est vrai qu'à l'Olympique de Marseille, je suis totalement d'accord. Dans les gros rendez-vous, bon, il n'était pas non plus toujours présent. Mais j'ai envie de dire qu'il y a un Florent Thauvin version OM et un Florent Thauvin version RC Lens. C'est deux personnes différentes pour moi. Tu parlais de Payet qui était plus en vue. Mais là, Florent Thauvin, en fait, j'ai pas envie de dire qu'il n'y a personne au-dessus de lui, mais presque, en fait. Aujourd'hui, quel est le joueur qu'on attend le plus, on va dire, un leader décisif offensivement, c'est Florent Thauvin. Donc là, j'ai envie de dire que le spectacle, c'est un peu à lui tout seul de le faire. Il n'y a pas d'autre joueur qui est chargé de ça. Enfin, il y en a, mais je veux dire, Florent Thauvin, voilà, ça reste un leader technique et c'est pour ça qu'il a été recruté. Donc voilà, la vérité d'il y a quelques années, c'est pas forcément la vérité d'aujourd'hui en octobre 2025. Donc c'est pour ça que j'espère que Florent Thauvin est un autre joueur désormais. Il a la lumière sur lui à Lens. Voilà, c'est un petit peu limite la star de l'équipe. Donc on l'attend évidemment à un grand niveau. Et maintenant, j'espère qu'il a dit qu'il avait acquis de la maturité avec son passage au Tigres et à l'Udinese, avec plus de leadership. Aussi, j'espère qu'il a intégré le fait que maintenant, dans les grands rendez-vous, il fallait qu'il s'affirme et que le leader technique, c'était lui. Il avait ses coéquipiers, mais voilà, il fallait que lui marche vraiment bien. On a vu que face à lui, c'était un grand il a été présent. Voilà, Marseille, c'est un match plus particulier parce que c'est son ancien club. Donc voilà, c'est pour ça que je ne parierai pas sur le fait qu'il soit présent ou pas. Juste, je ne serai pas catégorique non plus en disant qu'il ne sera pas présent. Voilà, pour moi, c'est un autre Florent Thauvin et j'espère, en tout cas, à la fois pour la beauté du match, mais aussi pour Lens, que voilà, il se remettra à l'endroit et que ça sera vraiment un grand Florent Thauvin et voilà, et quoi de mieux qu'un match face à l'OM, une affiche comme ça pour se sublimer. J'adore Florent Thauvin, ça a été pendant longtemps mon joueur préféré, mais Florent Thauvin n'est pas Dimitri Payet. C'est pour ça aussi que le parallèle est intéressant, c'est que Dimitri Payet, il a plus de qualité technique. Lui, par contre, il choisissait plus ses matchs. Florent Thauvin était tout simplement plus régulier aussi, mais dans les grands matchs, c'est vrai que Dimitri Payet, s'il avait coché ce match-là, on le savait. Voilà, il y a eu ce match à Lyon au Vélodrome où il avait incendié Rudy Garcia en conférence de presse. Il a dit on va voir ce qui va se passer dimanche. Il claque un doublé et une performance XXL. Florent Thauvin, il n'a jamais vraiment fait ça. Après, j'entends sur le côté maturité, etc. Mais c'est vrai que là, il est un petit peu tout seul d'un point de vue leader technique. Pour le coup, ça va être vraiment l'équipe de devoir porter son équipe si le RC Lens va chercher la win, tout simplement. Moi, j'ai quand même des doutes de me dire que Florent Thauvin est sur un match capital va être XXL et il faudra un Florent Thauvin XXL, je pense, si l'Olympique de Marseille passe à côté de son match pour le gagner du côté du RC Lens. Je ne sais pas toi ce que tu en penses, Bastien. Est-ce que tu penses que Florent Thauvin peut être un peu le Dimitri Payet, un homme des grands soirs contre l'OM? Si on écoute Pierre Sage,
en conférence de presse, il a clairement dit qu'il serait présent. Il serait présent dans les grands matchs. Il a été présent contre Lille. Je reconnais que j'ai vu le derby, franchement. Il faut reconnaître qu'il a été très présent. Son but, il a pris ses responsabilités. Il a dit à son collègue que c'est lui qui prenait le but en charge et il ne s'est pas trouvé du tout. Sa célébration était juste magnifique. Pour moi, c'est un des plus grands moments une des plus belles images de la saison pour l'instant de la Ligue 1. Donc oui, on attend peut-être un Florian Thauvin, mais on oublie quelque chose d'assez important aussi, c'est qu'il a évidemment il s'est recentré de par son poste. Il va être quand même dans un secteur, une zone où l'Olympique de Marseille commence à briller avec un secteur défensif qui est plutôt solide dans l'axe, avec Aguerd, Balerdi et notre ami que j'oublie peut avoir, enfin moi il sera de l'autre côté, mais ça reste quand même solide dans cet axe-là, il sera dans cette zone-là, Thauvin, donc à mon avis ce ne sera pas forcément une partie de plaisir, il va falloir qu'il joue dès qu'il se passera, mais en tout cas ça va être une belle partie de manivelle, mais je suis effectivement pas certain que Thauvin ne sorte pas de ce match avec quelques bleus sur le corps et quelques bleus à l'âme également. On va passer au duel de ce match. Donc un duel de milieu de terrain pour le coup. Puis il y a Emile Hochberg qui a apparu émoussé quand même hier à la 75e. Alors la vidéo sortira vendredi, mais du coup je dis hier pour le match. Mais c'est vrai qu'il est apparu un petit peu fatigué au bout de la 75e, mais il devrait normalement jouer aussi contre le RC Lens. C'est un peu un capitaine aussi au milieu de terrain, un peu à l'image d'un Leonardo Balerdi. Et en face, il retrouve un homme en forme, Adrien Thomasson, un but, 5 passes D pour Adrien Thomasson, pardon, qui pour le coup est très très bon sur ce début de saison. Moi, souvent, je pense qu'Adrien Thomasson peut toujours un bon joueur qui fait toujours ses matchs. Après, c'est vrai qu'il y a toujours eu ce débat sur le fait qu'il soit jamais transcendant ou excellent, mais jamais mauvais non plus. Donc pour moi, c'est un joueur hyper régulier. Après, c'est vrai que là, si Thomasson a évolué à un super niveau de jeu comme il a évolué sur ce début de saison, il pourrait remporter ce duel. William, on est d'accord? Ouais, on a vu ce débat avec la note de Thomasson, où j'avais mis 8, mais franchement, moi, je maintiens. On a vu face au Paris FC. C'est vrai que voilà, je suis d'accord, parfois, il excelle pas toujours dans les matchs, mais pour moi, c'est vraiment l'homme de l'ombre qui fait beaucoup, beaucoup de bien. Je rappelle aussi à chaque talk, mais il faut se rappeler quand même que quand il a vécu la saison 2023-2024, c'était Lens où jouait la Ligue des Champions, c'était très difficile pour lui. Là, malheureusement, j'ai envie de dire, il prive un petit peu Lens de Coupe d'Europe en fin de saison avec son erreur face à Montpellier. Il a été conspué de toutes parts et beaucoup de supporters ont voulu le voir partir l'été qui a suivi. Au final, sous Will Steele, c'est un des seuls joueurs qui a progressé et il a fini une grosse saison et là, il est reparti, même si j'ai trouvé, en tout cas, à ma grande surprise, qu'il avait été beaucoup critiqué à l'intersaison face à la Roma, il me semble, parce qu'il avait été coupable d'une erreur et les supporters se sont déchaînés sur lui. J'ai pas trop compris, mais là, voilà, on voit avec ses statistiques aussi qu'il est vraiment présent. Donc, c'est un capitaine qui est en fin de contrat, en fin de saison, donc à voir aussi son avenir. Lui a jamais caché qu'il voulait rejoindre l'étranger, donc c'est vrai que ça ferait un petit peu mal de voir un capitaine qui s'en va en fin de saison, en fin de contrat, surtout qu'il est pas tout jeune, mais il n'est pas vieux non plus, donc j'aimerais bien qu'il prolonge. Mais pour parler du sportif, oui, ça sera un match dans le match face à Pierre-Emile Højbjerg qui a marqué la saison dernière à Bollaert sur un coup franc qui avait beaucoup fait parler, je me rappelle, donc je me rappelle bien de ça. Il y en avait qui avait un peu en travers de la gorge. Mais en tout cas, Pierre-Emile Højbjerg qui a un petit peu moins de statistiques. Mais ça sera un match dans le match parce que ça reste voilà, quand même un gros duel au milieu de terrain. Et un duel vraiment très, très intéressant parce que j'ai même plus envie de dire que là, actuellement, au milieu, c'est peut-être Adrien Thomasson qui fait la plus grosse impression, voilà, même si Pierre-Emile, je me rappelle de son but face au Paris FC, c'était vraiment sacré but. J'ai envie de dire, Thomasson, c'est quand même parmi les joueurs qui sont mis le plus en avant cette saison à Lens. Vous allez peut-être me contredire et me dire autre chose, mais IBM, je ne pense pas que ça soit la même chose. Je ne pense pas que ce soit le joueur le plus mis en avant dans cet effectif marseillais. Mais à côté de ça, ça sera un très gros duel à suivre. Non, pour le coup, je pense que tu as raison, William. Ce que tu dis, c'est très intelligent dans le sens où Højbjerg déjà marque ce but fantastique contre le Paris FC. Mais jusqu'à Lyon, c'est un Pierre-Emile Højbjerg qui est mauvais, qui n'est pas bon du tout, Pierre-Emile. Il se réveille un petit peu contre le Real Madrid, mais encore une fois, c'est Geoffrey Kondogbia qui fait un super match. Et son match référence, c'est contre le PSG, où là, on ne s'y attend pas. Pour le résultat, parce que tu perds contre le Real,
mais tu sors quand même avec une dynamique positive de ce match en te disant qu'il y a des choses à faire. Et là, c'est le réveil de Pierre-Emile Hojbjerg et c'est vrai que depuis ce match contre le Paris Saint-Germain, on retrouve un Pierre-Emile qui est plus intéressant. Je ne sais pas toi ce que tu en penses, Bastien, mais on a beaucoup tapé aussi sur Pierre-Emile Hojbjerg, sur son début de saison notamment. Et là, force est de constater que je trouve qu'il est de retour à un bien meilleur niveau. Oui, je suis d'accord avec ce que vous avez dit, les amis. Je retrouve un Pierre-Emile Hojbjerg qui me convainc plus qu'il y a quelques temps, qu'en début de saison, effectivement, je le trouvais absent, je le trouvais friable à l'impact, je trouvais qu'il avance plus. Là, j'ai l'impression de retrouver quelqu'un qui a plus confiance, qui porte le ballon, qui joue plus vers l'avant, qui trouve mieux ses coéquipiers, qui ne fait pas que des passes latérales, qui tente des choses. On a encore vu dans la surface contre le Sporting. Alors, il a mal embarqué son ballon, malheureusement, il s'est gâché une occasion. Mais il aurait pu faire la différence. On voit qu'il est aux avant-postes pour justement prêter les mains. William le rappelle à juste titre, il avait marqué un coup franc à Bollaert la saison dernière qui avait fait beaucoup parler parce qu'il venait de la VAR, ce but, je me rappelle très bien, parce que là, ça avait marqué, il me semble que c'était la Bolasquet qui avait marqué. Le but avait été terminé pour redonner le coup franc qui avait été transformé magnifiquement d'ailleurs par Hojbjerg, donc il va jouer dans un stade qu'il connaît bien. Et Thomasson, je suis tout à fait d'accord avec vous. Thomasson, c'est pour moi, je le suis très régulièrement depuis son passage au FC Nantes, notre ami Thomasson à Strasbourg, et j'ai l'impression de voir toujours le même joueur, c'est-à-dire un joueur qui ne soit jamais trop, mais qui est là, qui fait ses stats, qui fait ses matchs, qui a des passes décisives, qui peut marquer des buts également, qui a le statut de capitaine aujourd'hui. C'est un joueur honnête, sous-côté, voire ailleurs. Je pense que c'est la fin de la saison, voire cet hiver, ça m'étonnerait, mais quand même en fin de saison, c'est possible, puisqu'il sera en fin de contrat. Mais oui, c'est un joueur qui est tout à fait fiable. C'est un joueur vraiment sur lequel on peut compter. Lens peut compter sur lui. Effectivement, je n'ai pas forcément compris cette vague un petit peu de haine contre lui, parce que ça reste un joueur qui aime les cuissons en soi, ça se voit, c'est un joueur qui fait le travail. Donc ça va être très intéressant dans l'entrejeu. Effectivement, Pierre-Emile Hojbjerg sur le papier a quand même plus de constance et de prestance, mais ça peut être très intéressant de voir justement à qui sera associé le Danois du côté de l'Olympique de Marseille, à qui sera associé le Lensois du côté de Lens. Ça va être très intéressant. Point sur l'effectif, donc là on n'a que des retours côté RC Lens, et on a toujours les mêmes à l'infirmerie pour le coup, Bastien, avec Gouiri, Medina. Et on ne sait pas vraiment c'est quoi l'origine des blessures de Kondogbia et Traoré, qui étaient annoncés revenant après la trêve internationale. Et au final, on ne sait pas s'ils sont vraiment de retour. Ils ne s'entraînent toujours pas. Donc voilà, pour le coup, c'est un peu statu quo. William, si tu as quelque chose à ajouter, toi, sur l'effectif en soi. Non, quasiment que des bonnes nouvelles. Gagnou de retour de suspension après son rouge face au Auxerre, même s'il n'est pas bien joué les premiers rôles. Machado, qui était déjà disponible face au Paris FC, mais le staff lui essaie une semaine de plus. Donc, on va avoir un Machado de retour. On va voir ce que ça va changer dans la compo juste après. Et puis, Sylla et Bermond, c'était juste les deux mondialistes avec l'équipe de France U20. Alors, ils ne seront pas disponibles pour le match face à l'OM. Le but, c'est qu'ils soient là pour le match face à Metz. Mais ils sont de retour à l'entraînement vendredi. Donc voilà, en tout cas, que des bonnes nouvelles pour Lens avec un effectif du coup au complet. On va passer à la composition lensoise pour le coup. J'ai l'impression qu'on remet tout le temps la même, finalement, William, chaque semaine. C'est une équipe qui gagne, donc tant que ça gagne, on ne change rien. Alors oui, parce que je rappelle juste que face au Paris FC, c'était pas Saïd, mais c'était Guy Lavogui qui avait démarré. Et Guy Lavogui, j'ai un peu de mal malheureusement avec ce joueur. C'est vrai qu'on n'a pas trop compris pourquoi il a débuté. Après, évidemment, comme on aurait pu s'y attendre, Pierre Sage a expliqué que voilà, lors des semaines d'entraînement, il l'avait trouvé bon. Donc je pense que c'est à ce mérite-là qu'il était titulaire. Mais franchement, ce joueur, je suis vraiment pas fan. Je préfère peut-être quand il est aligné en pointe et pas en soutien de l'attaquant. Et même en pointe, je me rappelle que voilà, il a occupé ce rôle un petit peu face au Paris FC. À un moment donné, je pense qu'il doit frapper, mais il l'a remise. Alors encore une fois, c'est facile de dire ça parce que s'il frappe et qu'il rate, il va se faire se conspuer. Et s'il l'a remise et que celui qui tire, il marque, et ben on va dire que c'était une bonne passe. Donc encore une fois, c'est assez compliqué. Mais Guy Lavogui, en tout cas, très honnêtement, j'ai un peu de mal. Donc c'est pour ça que il avait failli partir à Southampton, l'équipe de Will Steele, l'été dernier. Au final, ça ne s'était pas fait. Je pense que son cas devra être surveillé de près cet hiver. Est-ce qu'il partira Je ne sais pas, mais en tout cas, ça sera un cas à surveiller. Donc, c'est pour ça que oui, je remets le duo Saïd-Thauvin qui marche plutôt pas mal pour le reste du classique. Et on en parlait, Machado, pour moi, Machado ne réintégrera pas le 11 de départ parce qu'on a un idole performant à gauche et surtout un trio Sarr, Baïdou, Gradit.
Voilà, va expliquer à un de ces 4 joueurs en disant bah, désolé, tu vas sortir, tu fais des bonnes performances, mais on va remettre un Machado qui revient de blessure. Voilà, non, c'est pas possible. Donc pour moi, cette équipe-là est cohérente et restera comme ça. Surtout qu'il faut rappeler qu'après ça, la Ligue 1, la 10e journée se jouera en semaine. Donc c'est là où les joueurs comme Machado ou Abdoulhamid, etc., seront importants et où il y aura peut-être du turnover. Donc pour moi, cette équipe sera amenée à rester comme celle-ci, avec peut-être plus de turnover face à Metz le mercredi d'après. Bastien, un petit commentaire ou pas sur cette compo? Oui, je suis très très rassuré parce que je ne vois justement pas Dever Machado qui nous avait fait un petit peu mal la saison dernière au Vélodrome, avec notamment cette course qui avait totalement débarqué Luis Enrique. Donc je suis quand même content de voir que ce soit Udol, même si ça reste un bon joueur. Voilà, Machado sur le banc, c'est très bien comme ça, les gars. La compo marseillaise, pour le coup, le pifomètre a-t-il parlé ou pas? On le saura samedi parce que c'est très compliqué de décrypter les compositions de Roberto De Zerbi. Je suis parti sur une défense à 4 avec Aguerd Balerdi, Murillo à droite pour justement aussi faire souffler Benjamin Pavard, qui a semblé aussi un petit peu émoussé. Il fait cette erreur en fin de match, on ne lui en voudra pas. Mais voilà, pourquoi pas faire souffler également pour une composition un peu plus offensive, parce que je pense qu'il faut gagner ce match pour l'Olympique de Marseille, avec Emerson à gauche, Hochberg, Vermeuren au milieu de terrain. Vermeuren tout simplement parce qu'il joue encore une fois que 45 minutes. Roberto De Zerbi a déclaré en conférence de presse qu'il n'était pas encore au top de sa forme pour tenir un match 90 minutes et justement souffrir sur le terrain à 10 contre 11. Donc moi, je l'imagine bien aussi jouer une bonne partie du match contre Lens, sachant qu'il a été très intéressant pour le coup, et accompagné justement aussi d'un Bilal Nadir qui va apporter dans l'impact, parce qu'on sait que les Lensois vont proposer beaucoup d'impact physique, et Bilal Nadir là-dessus, il sait répondre, il sait aussi techniquement se projeter avec le ballon. Je pense qu'il peut être très important, beaucoup plus qu'un O'Reilly sur ce match que je n'ai pas trouvé bon, en tout cas hier, sur son entrée face au Sporting, même si les dés étaient un peu jetés. Et effectivement, la surprise, ça serait pour moi Robinho Vaz, parce qu'on l'a vu, Roberto De Zerbi ne pas hésiter à lancer Robinho Vaz contre Metz face à des blocs bas. Je pense qu'il y aura pas mal de jeux en transition sur ce match-là, et je pense que Robinho Vaz va pouvoir apporter beaucoup aux attaques marseillaises. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Bastien, sur cette composition d'équipe? Ça me semble pas mal, ça me semble assez offensif, mais tu vois, c'est là où on voit le problème que Kondogbia et Traoré soient blessés, parce qu'honnêtement, j'aurais bien vu Traoré intégrer ce 11, j'aurais bien vu potentiellement Kondogbia revenir aussi. Dans ce match qui s'annonce à Bollard, que Kondogbia connaît bien d'ailleurs, entre parenthèses. Donc ouais, c'est plutôt cohérent. Effectivement, je pense que Pavard a besoin de souffler. C'est pas qu'il a fait un mauvais match à Lisbonne, mais le problème, c'est qu'il a été impliqué sur les 2 buts. Il a été mauvais sur l'alignement, et sur le deuxième but, il contre de la main. Donc c'est vraiment pas vénard, on va pas lui en vouloir, effectivement. Parce que par ailleurs, je trouve qu'il a été quand même plutôt solide sur le terrain, dans les duels notamment. Est-ce qu'Emerson va être un petit peu puni de sa boulette, très clairement, à Lisbonne? L'avantage qu'il a, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de concurrents à son poste. On a vu rentrer Ulysse Garcia, c'était pas non plus la folie. C'est Ulysse Garcia, on va pas lui en vouloir non plus. Aguerd Balerdi, peut-être qu'il y a un des deux qui va souffler, parce que comme l'a dit William, il va y avoir un match mercredi prochain, ce sera au Vélodrome contre Angers, donc à voir s'il n'y a pas un turnover qui va s'organiser. Je pense pas que ce soit le cas à Lens, mais effectivement, ça peut être une solution, parce qu'on a vu, effectivement, tu l'as dit, Louis, à Strasbourg, il avait été très percutant d'entrée de match. Il amène toujours un petit peu son grain de folie, son jeu de haut au but, sa puissance, il faut pas l'oublier. Et Nadir, pourquoi pas? Alors Nadir, on sait très bien qu'il est meilleur en sortie de banc, on va pas se le cacher, mais pourquoi pas pour redynamiser un petit peu cette attaque un petit peu qui nous a un petit peu déçus, notamment Angel Gomez. On va encore pas forcément taper sur lui, mais il a été complètement inexistant, on va pas se le cacher. Matt O'Reilly, effectivement, tu l'as dit, nous a déçus, donc voilà, pourquoi pas ne pas donner sa chance à Vermeuren, qui a été propre, encore une fois. S'il peut tenir que 45 minutes, on prendra 45 minutes, mais je pense qu'il mérite d'être revu parce qu'il fait des choses propres. Il est tout à fait fiable dans son jeu. Je trouve que la paire avec Højbjerg a été plutôt intéressante en première période à Lisbonne. C'est à revoir, effectivement, et Murillo qui pourrait effectivement rentrer dans ce 11 sans problème. C'est important à noter quand même, après je te laisserai la parole, William, sur cette compo, mais ça laisse quand même sur le banc Pierre-Emerick Aubameyang, bon allez, André Gomez, même s'il est pas à son top, Timothy Weah également qui va apporter de la vitesse, ça laisse quand même pas mal de monde sur le banc qui vont pouvoir faire la différence aussi en deuxième période sur 20-25 minutes. On se dit qu'Aubameyang, qui a beaucoup couru face au Sporting, il aura peut-être 20-25 minutes de très très bonne facture.
Moi, je pense qu'il faut les optimiser justement en deuxième période, là où il y aura encore un peu plus d'espace pour les Marseillais. Je ne sais pas toi ce que tu en penses, William, vis-à-vis de cette composition. Est-ce que tu es plutôt OK ou est-ce que tu verrais justement un autre joueur à intégrer ce 11 de départ? Eh ben, au moins, ça montre à voilà, tous ceux qui se réjouissaient un petit peu que l'OM joue en pleine semaine et qu'ils soient fatigués, que l'OM, avec l'effectif qu'ils ont, ils peuvent aligner sans problème 2-11 types. Je pense que, alors bien sûr, il y a des blessés, il y a Gouiri, Kondogbia, Traoré, mais on va dire, voilà, l'OM, avec tout son effectif, s'il était au complet, peut quasiment changer tous les joueurs qui ont débuté face au Sporting et refaire une composition qu'elle serait vraiment alors je vais pas dire aussi qualitative, mais quand même très qualitative. Voilà, on voit que malgré la blessure de Gouiri, tu as le jeune Robinho Vaz qui se révèle et qui peut être vraiment un danger, un poison pour Lens. Donc voilà, quand tu peux avoir le luxe d'intégrer un joueur comme Vermeeren ou même Murillo, que j'aime beaucoup, hein, Amir Murillo, vraiment très très bon joueur. Bilal Nadir aussi, vraiment, même s'il rayonne un petit peu peut-être moins. Mais voilà, quand tu as un effectif comme ça, je pense que tu peux pas te rassurer quand tu es supporter lensois, voilà, en te disant, et si sur un malentendu, si sur la fatigue, ça peut passer. Non, je pense que l'OM voilà, est programmé et s'est donné les moyens de jouer sur plusieurs tableaux, donc l'Europe, la Ligue 1 et bientôt la Coupe de France. Donc c'est pour ça que moi, je ne prends pas du tout en compte cet argument et c'est un Marseille vraiment à craindre. Et je pense que ça traduit un petit peu mon pronostic, même si je ne vais pas spoiler, on va parler juste après. Mais voilà ce que je pense de cette compo. Bah, juste avant le pronostic, on va juste parler de la composition rapidement. Bon, on l'a déjà évoqué un petit peu, mais le RC Lens est à 2 points du leader marseillais. Ça fait bizarre de dire ça, hein, tant à chaque année, c'est Paris hein, qui est leader de Ligue 1. Là, pour le coup, il y a eu un petit changement. Après, le Paris Saint-Germain revient bien. Il y a eu ce 7-2 aussi contre Leverkusen. On imagine aussi que les Marseillais vont peut-être pas tenir sur toute la durée. Même si voilà, ce championnat aujourd'hui, il se joue dans un mouchoir de poche avec 6 équipes qui se battent en 4 points. Ça va être une belle Ligue 1. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Bastien. Effectivement, tu l'as dit, ça fait bizarre de voir après 8 journées l'Olympique de Marseille devant le PSG sur ce classement. Je pense qu'on va le prendre en photo et on va l'encadrer dans nos chambres respectives, les amis. Strasbourg, effectivement, on en a parlé tout à l'heure. Je pense que ça va être vraiment l'équipe, je ne vais pas dire à battre cette saison, mais à surveiller parce qu'ils ont fait une sacrée performance contre le PSG. Valentin Barco, je pense que pour moi, il va pas rester très longtemps en Ligue 1. Très clairement, c'est un monstre, ce gars-là. Oui, bien sûr, mais je pense qu'il y a le Bayern Munich et je crois aussi qu'il y a le PSG qui l'aime bien, donc ça va être compliqué. Chelsea aussi. Oui, évidemment. Lyon, je pense que Lyon, justement, ils vont jouer contre Strasbourg dimanche, donc ça va être très intéressant ce match. Peut-être que je vais le regarder, les gars. On va voir. Ça peut être intéressant de voir ce match-là. Mais voilà, je pense que le classement est resserré, c'est plutôt pas mal. Monaco qui est un petit peu derrière, mais ça ne m'étonne pas parce que pour moi, ils n'ont pas forcément recruté du très, très, très solide. Pogba, on voit très bien que c'est quand même très compliqué. En tant que supporter marseillais, je pense qu'ils doivent se frotter les mains de voir à quel point ils sont passés quand même à côté d'un coup un petit peu cadeau empoisonné, mais on va dire ça comme ça. Et la bonne surprise, Lens, pour moi, qui est tout à fait à sa place et qui justement va être obligé de rendre les armes devant l'OM pour les laisser filer un petit peu en tête de ligue. Ouais. Toi, William, qu'est-ce que tu en penses, surtout sur cette dernière phrase? Déjà, est-ce que tu stoppes ce classement-là et tu dis oui pour cette fin de saison-là avec le RC Lens 4e? J'imagine que oui. Oui, même si la 4e place est un cadeau empoisonné, parce qu'il faut quand même passer 4 matchs pour arriver à se qualifier pour la phase de Ligue des Champions. Donc en fait, oui et non. C'est peut-être fou ce que je vais dire, mais on peut limite se dire finir 5e et directement être qualifié pour la Ligue Europa plutôt que 4e, que ça pompe de l'énergie avec les 2 matchs du 3e tour de qualif, puis les barrages. Franchement, j'apprécie pas trop cette 4e place. On voit que Lille avait réussi la prouesse de passer ces 4 matchs en battant des adversaires tels que le Fenerbahçe de José Mourinho. Mais on voit que ça reste quand même assez compliqué. Monaco s'est cassé les dents. Nice aussi cette saison. Mais Marseille aussi, désolé pour ce souvenir face au Panathinaikos. Le Pana qui avait éliminé Lens en barrage de Ligue Conférence. Donc voilà, c'est pour ça que je suis vraiment pas fan de ces tours préliminaires. Après, évidemment, quand tu es un club comme Lens qui est pas
tu joues, c'est vrai que depuis que Lens est remonté, en soi, Lens joue l'Europe, mais c'est pas toujours un candidat déclaré à jouer l'Europe. Donc évidemment que cette 4e place, elle est prise volontiers. Mais j'aimais quand même une nuance sur ces matchs-là. Mais sinon, pour ce classement, évidemment, c'est très bien. Mais je nuance quand même dans le sens où on n'est qu'à la 8e journée. Je me rappelle que l'année dernière, à la même période, Reims était dans les équipes du top 7, top 8 et Reims a fini barragiste. Hein. Donc attention, je ne dis pas que Lens va connaître le même sort. Mais moi, ces classements-là, je ne vais pas dire qu'ils sont anecdotiques parce qu'au bout de 8, 9, 10 journées, tu commences un petit peu à voir les ambitions de chaque équipe. Donc voilà, pour moi, Lens est lancé, sans mauvais jeu de mots, et j'espère, pour répondre à Bastien, qu'ils poursuivront sur cette lancée samedi. Mais très honnêtement, moi, je vais vous dire que si on fait une petite prédiction pour la fin de saison, moi, j'ai pas de mal à voir le top 3 rester comme ça. C'est-à-dire Marseille, Paris, Strasbourg. Alors, je ne dis pas que Marseille réussira à rivaliser sur le long terme avec le PSG pour le titre, mais dans le désordre, en tout cas, si on parle juste des équipes dans le top 3, moi, je n'ai pas de mal à voir Marseille, Paris, Strasbourg dans le top 3 en fin de saison. Voilà. Aussi mon bingo pour le coup. C'est ce que je me suis dit. Je vois 3 équipes quand même qui ont tout simplement dépensé beaucoup plus que les autres. PSG, bon, bien évidemment, ils n'ont même plus besoin de dépenser, même s'ils ont mis 120 millions sur le mercato pour 2 joueurs seulement, qui d'ailleurs n'apportent pas forcément tous satisfaction pour le moment. Marseille qui a dépensé aussi 100 millions d'euros et le RC Strasbourg qui en a dépensé 110. Il y a quand même un gap entre les autres équipes et je pense que sur la durée, ça va se ressentir parce qu'une saison, c'est long. Dans les organismes, il y a déjà des blessés de quasiment pour toutes les équipes, notamment l'Olympique de Marseille qui a pas mal de blessés, mais on les voit être bien remplacés par des joueurs qui ont le niveau aussi. Donc voilà, pour moi, ça fera la différence. Le prono, nos 3 pronos, pour le coup. Il y a eu pas mal de matchs nuls parce que finalement, pour rien vous cacher, on partait tous sur un match nul. Moi, j'ai trouvé ça quand même dommage. Il fallait un petit peu vibrer quand même. Donc, c'est parti sur un 2-1, le remake finalement du match contre Strasbourg. Je pense que l'Olympique de Marseille va avoir une sérieuse équipe de Lens pendant 60-70 minutes. Mais comme je l'ai dit, je pense qu'il y a un banc à l'Olympique de Marseille, il y a un banc qui pourrait faire la différence. Et je pense que c'est ce qui va être fait. En tout cas, je pense que de part et d'autre, on assistera à un très beau match et je pense que le RC Lens n'aura pas forcément énormément de regrets dans le sens où ils donneront tout quoi qu'il arrive parce que tu l'as dit, William, des guerriers sur le terrain et qui gagnent ou qui perdent, je pense qu'ils pourraient être fiers d'eux. Bastien, ton prono ? 2-2 justement parce que je la joue un petit bras les amis parce que justement tu l'as dit Louis, j'ai trouvé que ce qui a pêché à Lisbonne pour le coup pour les Marseillais c'est que justement le banc n'a rien apporté. On a l'habitude depuis le début de la saison de voir un banc Marseillais qui dépote à chaque... C'est différent. Ouais, c'est ça, et on est retourné un petit peu dans le péché de la saison dernière où on avait un banc qui n'apportait pas grand-chose. Donc oui, j'attends de voir, j'espère que c'est vraiment un coup isolé qui s'est passé à Lisbonne. Donc je vais rester sur un 2-2, c'est ce qui reste quand même un bon résultat, me semble-t-il. 2-2 à Bollaert. Moi, j'aurais même signé pour un match nul à Lisbonne, pour être tout à fait honnête avec vous, avant le match. Pas après la première mi-temps, forcément. Mais voilà, 2-2, ça me semble correct. Et puis que j'aime bien le RC Lens, voilà, on va se quitter bons amis, ça me va très bien. Toi, William, est-ce que, voilà, pareil, tu pars sur un match nul, même si tu voyais peut-être une victoire de Marseille ? Oui, c'est vrai qu'il faut quand même débattre de tout ça. Mais oui, j'avoue que avec la forme de Marseille, et vraiment, on a vu par exemple face à Strasbourg, qui est un concurrent en direct, que Marseille est mené, comme tu le rappelais, Louis, et puis au final, ils réussissent à retourner un petit peu la situation. Allez, je vais quand même essayer d'être plus optimiste que les talks précédents, surtout lors des gros matchs, et parier sur un 2-2 parce que Marseille, offensivement, attention, Marseille, c'est très, très costaud. Mais meilleure attaque et aussi meilleure défense avec Lens qui est pas loin derrière. J'ai pas les chiffres exacts, mais en tout cas, c'est 2 défenses très rapprochées et 2 très bonnes défenses. Donc, à la fois, en fait, ça peut donner un match dans un sens comme dans l'autre spectaculaire. Mais allez, je vais essayer de défendre le match nul. Je suis d'accord avec le fait que Marseille, comme j'ai dit, peut aligner 2-11 différents, mais aussi vraiment très qualitatifs. Lens a un groupe au complet, c'est vraiment bien, mais en tout cas, quantitativement, il y a beaucoup de monde sur le banc. Après, qualitativement, quand on pense à des joueurs comme Morgan Guilavogui, même si la volonté, c'est pas de taper sur ce joueur, si demain, si samedi il rentre et qu'il marque, je pense qu'on sera tous très, très heureux. Mais voilà, ce genre de joueur, le peuple en soi.
quand je dis tous, hein, évidemment. Je pense que voilà, ce genre de joueur, c'est pas forcément qui rentre, tu ne dis pas qu'il peut changer le cours d'un match. Mais après, des joueurs comme Abdallah Sima, ou comme David Machado, comme Saoud Abdoulhamid, là, par contre, c'est autre chose. Même Ryan Fofana, hein, qui a montré de belles choses. Le jeune buteur, évidemment, c'est pas du même niveau, en tout cas, qualitativement, du niveau du banc de l'Olympique de Marseille. Mais on va dire que je préfère quand même avoir un banc avec du nombre et des possibilités plutôt que de rien avoir et devoir faire avec pas grand-chose. Donc voilà, c'est pour ça que je défends ce match nul de partout. Et en tout cas, c'est vrai que je vois un match par contre assez spectaculaire, ou peut-être un très bon match, sans dire spectaculaire, mais quand même un beau match, on l'espère. Voilà. Bon, on serait tous déçus de toute façon si deux des meilleures équipes de ce début de saison produisent aucun jeu offensif et se neutralisent tout simplement. Ça serait quand même un triste spectacle pour la Ligue 1 alors que voilà, ces deux équipes sont en forme. J'imagine aussi un beau match entre ces deux clubs, comme l'était du coup ce match-là contre Strasbourg et Marseille, ou aussi ce match Marseille-Paris ou Strasbourg-Paris. Ça a été à chaque fois des belles rencontres entre des bons clubs de Ligue 1. Là où tu vois qu'il y a des formes qui sont moins bonnes, c'est chez certains clubs, notamment le Nice-Monaco, il y a 2 partout, et c'était un triste spectacle pour le coup. Donc moi j'imagine un beau match entre deux bons clubs. Ouais, et juste si je peux rajouter par rapport au score, encore une fois, désolé, c'est pas un merveilleux souvenir pour l'OM, mais globalement, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais de la victoire de Lens au Vélodrome 3-2, globalement, c'était un magnifique match. C'était vraiment le plus beau match de la saison. Donc franchement, le spectacle qu'il y avait, je tiens à le souligner, parce que c'était vraiment un très, très, très beau match. Et de mémoire, beaucoup de monde avait pris beaucoup de plaisir à regarder ce Dans le sens inverse, cette fois-ci, pourquoi au niveau des pronos notamment Bastien, tu vas commencer avec ton 2 partout. Qui tu vois en buteur? Il me semble que j'ai mis Aubameyang et Petchao, non? Donc j'aimerais voir Aubameyang marquer parce que pour moi il mérite. Il suffit que de courir à 36 ans. Honnêtement, il est énorme. Il a pas eu beaucoup de ballons à négocier contre Lisbonne. C'est compliqué ce genre de match où on sent qu'il est un petit peu esselé. Et Petchao qui m'a vraiment régalé. Pour le coup, je commence vraiment à comprendre pourquoi on a pris ce joueur. Il commence à être vraiment explosif sur ses démarrages. On sent qu'il laisse son adversaire direct très souvent sur les fesses, sur les talons. Il est entraîné par Greenwood la saison dernière. Donc du coup, c'est vraiment ça que j'aime chez lui, cette spontanéité, ce sourire permanent qu'il arbore également, et puis son repli défensif. Donc honnêtement, Petchao, attention, moi je commence à bien aimer ce joueur et j'aimerais qu'il marque à Bollard parce que ça serait une belle histoire. Toi, William, tes pronos buteurs? Oui, pour commencer par Marseille, et surtout rebondir sur ce que Bastien a dit, je suis totalement d'accord sur Petchao parce que ça me fait un petit peu penser au but qu'a encaissé Lens face à Paris avec les 2 chefs-d'œuvre de Barcola. Je me dis que Lens de Petchao, donc franchement, j'ai vu ses buts face à l'Ajax, son but face au Sporting. C'est quelque chose quand même, donc attention. Greenwood évidemment parce qu'il est sur une très bonne forme, même si comme vous l'avez souligné, il n'a pas fait non plus un match totalement complet face au Havre avant son quadruplé, mais je le vois quand même, je le vois peut-être remarqué. Puis côté Lensois, Thauvin, on en a beaucoup parlé. Voilà, juste pour la belle histoire face à son ancien club, repartir de l'avant avec un but. Et puis Hudson-Edouard, parce que j'aime beaucoup. Il monte en puissance, Hudson-Edouard, 2 buts en 2 matchs. Donc voilà, il faut espérer qu'il continue à entretenir tout ça, voilà, et que la machine soit vraiment lancée, parce que c'est un joueur qui me plaît bien. Donc voilà pour mes pronos buteurs. C'est vrai qu'on n'a pas mis Greenwood dans les buteurs, Bastien, mais c'est aussi celui qui tire les pénaltys. Ouais. Aubameyang, quand il joue sur le terrain, il obtient pas mal de pénaltys. J'ai en souvenir le match contre le PFC, le dernier match contre le Havre, même si on pourra toujours débattre s'il y a pénalty ou pas. Honnêtement, il y a une chance que Greenwood ait un pénalty à tirer sur ce match contre le RC Lens, et fort logiquement, il pourrait le mettre, donc il pourrait être buteur également. Mais moi, je suis parti sur la jeunesse avec Robinho Vaz. Je pense qu'il aura des opportunités.
c'est un finisseur, pour le coup, Robinho Vaz, à chaque fois qu'il tente quelque chose, ça passe jamais loin. Notamment, tu as parlé de son entrée contre Strasbourg tout à l'heure, Bastien. Je rappelle quand même que le but du 2-1 pour Amir Murillo, c'est une super tête de Robinho Vaz qui, normalement, 9 fois sur 10, ça fait but, mais il y a un super arrêt du gardien Penders. Donc, moi, je le vois bien marqué s'il est titulaire. Et puis, Igor Pekchao, vous l'avez dit, mais il est tout simplement en train d'être vraiment très très bon. Là, il a retrouvé la pleine capacité de ses moyens. Il y a énormément de déchets dans son jeu, mais en même temps, dès qu'il fait quelque chose, on voit que le défenseur, il est pas bien parce que à chaque fois, ça ressemble pas forcément à ce qu'il allait faire, enfin ce qu'il a fait la dernière fois. Donc, et puis il a une super frappe. Moi, j'applaudis. C'est la qualité de finition à n'importe quel endroit du terrain. Ça rappelle aussi Mason Greenwood de l'autre côté. Pour le coup, c'est une bonne pioche, même si voilà, l'Olympique de Marseille y a mis le prix. Et côté RC Lens, moi je pense qu'un 4 va marquer. Et je vois bien Adrien Thomasson. Je vois pas, comme je vous l'ai dit, Florent Thauvin marquer. Non pas parce que je n'aime pas Florent Thauvin, c'est bien au contraire. Justement, je l'adore, Florent Thauvin, mais je pense que ça sera plutôt un cadre de l'équipe. Et comme tu l'as dit, William, je pense que Florent Thauvin reviendra au top de sa forme, peut-être d'ici 3-4 semaines, et il sera encore de plus en plus décisif, mais je ne pense pas sur ce match contre Marseille. En tout cas, merci William, merci Bastien pour ce talk entre Lensois et Marseillais, deux clubs amis pour le coup. Ils s'entendent bien entre les deux supporters s'entendent plutôt bien. Donc on espère que ça vous a plu, que ce soit Lensois ou Marseillais. Et puis n'hésitez pas à mettre vos pronos également en commentaire. On tâchera d'y répondre juste avant le match et puis passer un très bon match. Et à la semaine prochaine. Merci à tous. Ciao. Ciao.